Je vais vous inviter à nous rejoindre. Ambre, je te... Oui, comme on veut, comme on veut. Pour Nutella, c'est de la provocation. Bonsoir à tous. Bonsoir aussi aux personnes qui sont en distanciel et puis aux équipes étudiants de notre campus de Lyon. Voilà, pourquoi cette conférence? En fait, à quelques jours du Black Friday et à la veille du Giving Tuesday, la journée internationale de la générosité, avec l'équipe d'All4U et puis Ambre, qui avait très envie en fait qu'il y ait un moment d'échange sur la question de la précarité étudiante. C'est vrai que on en entend beaucoup parler, malheureusement depuis quelques années. C'est un sujet qui est très présent. Et voilà, on voulait s'offrir un moment d'échange sur ce sujet pour déjà que tous les étudiants puissent savoir tous les dispositifs qui existent au niveau national et au niveau régional. Et vous montrer qu'on travaille aussi main dans la main avec sur le territoire pour lutter contre la précarité étudiante. C'est pas qu'à BSB ou qu'à l'UB, donc ça nous paraissait très important aussi de montrer que sur ces sujets, on essaie de travailler en bonne intelligence et en transversalité. Et puis en parler aussi, c'est aussi une façon de peut-être briser des tabous. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants malheureusement qui ne viennent pas voir la fondation ou ne viennent pas voir le DAP ou All4U par pudeur. Et donc on espère que les échanges vont vous permettre de franchir le pas. Il n'y a pas de honte par moment à être en difficulté. Et donc vraiment, les portes de chacun sont ouvertes pour que vous puissiez vivre votre scolarité au mieux. Voilà, je vais laisser la parole à vous. Donc du coup, merci à ceux qui sont venus. On voulait organiser cette conférence avec l'association All4U parce qu'on trouve ça important de mettre en lumière la précarité étudiante parce qu'on se rend compte qu'il y a peu d'étudiants qui viennent demander de l'aide. Et pour nous, c'était important de montrer toutes les solutions qui sont à votre disposition pour pouvoir vous aider à sortir de cette précarité étudiante. Merci à tous d'être présents, donc que ce soit pour les personnes en physique, mais aussi les personnes en distanciel, donc on ne vous oublie pas. Pour cela, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer. Donc vous avez juste à vous connecter sur sly.do avec le code Giving Tuesday. Donc là, vous pouvez poser vos questions, et puis j'ai la tablette juste devant, donc je pourrai en tout cas intervenir avec vos questions si vous en avez. Donc on va commencer. Donc déjà, bonjour Stéphane, merci d'être présent, vous êtes avec nous pour une petite heure. En tant que président du directoire de BSB, vous dirigez BSB depuis 15 ans. Vous êtes à l'origine de la création de la fondation BSB 14 et cette année, vous avez pris la décision d'offrir la première année aux étudiants boursiers en pré-master entrant à l'école. Pourriez-vous nous expliquer rapidement pourquoi cela vous semble-t-il nécessaire de permettre à chacun d'accéder à une culture dite d'élite, quelles que soient leurs origines, leur parcours et leurs envies? Il y a des journalistes dans la salle? Non, je crois pas. Donc j'ai le droit de dire la vérité. La vérité, c'est que j'en ai marre d'avoir envie de mettre des baffes à des journalistes. J'en ai marre d'envie de mettre des baffes à des journalistes parce qu'en général, une des premières questions qu'on me pose lorsqu'on parle de grande école de management, c'est est-ce que c'est une école de gosses de riches? Et il n'y a rien qui m'exaspère plus. Et il y a plus d'une fois où j'ai eu envie effectivement de mettre une ou deux baffes
pour remettre l'église au centre du village. Cela étant dit, pourquoi est-ce qu'on met en place pourquoi est-ce qu'on a mis en place une fondation? Pourquoi est-ce qu'on a mis en place un système de bourse? C'est pas nouveau le système de bourse. Le système de bourse d'excellence et de bourse au mérite, on a dû le mettre en place en 2008 ou 2009. On a accéléré cette année. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'on a mis beaucoup plus de moyens cette année que les années précédentes, mais c'est dans la continuité de ce qu'on fait depuis une quinzaine d'années. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce système? Parce qu'on est convaincu qu'il faut dissocier l'excellence académique de la réalité socio-économique. On peut être un excellent étudiant en situation difficile, on peut être un très bon étudiant en situation très confortable, comme on peut être un mauvais étudiant en situation économique difficile ou un mauvais étudiant en situation économique confortable. Ça doit être dissocié. Et le but, c'est de donner sa chance à chacun, à chacune, en ayant la possibilité de financer les études. Ça coûte cher des études, évidemment plus encore dans une école de management qu'à l'université, mais même à l'université, ça a un coût, parce qu'il y a les coûts de la vie, parce qu'il y a les coûts de déplacement, parce que faire des études, c'est un coût en soi, c'est choisir d'étudier plutôt que d'aller travailler, voire choisir d'étudier et de travailler en même temps, avec toutes les difficultés que ça représente. Donc l'objectif que nous avons, c'est d'essayer de maximiser les moyens pour faire en sorte que nos élèves soient déconnectés des problèmes matériels, autant que possible. On ne fait pas de miracle non plus, on ne peut pas le faire pour tous les étudiants, mais il s'agit de faire en sorte de maximiser l'engagement qu'on peut avoir à travers la fondation, à travers les bourses que donne l'école, à travers l'alternance. L'alternance a aussi facilité beaucoup de choses depuis un certain nombre d'années. L'alternance, on en fait depuis 1995. Mais depuis 2020-2021, et le quoi qu'il en coûte, on a accéléré sur l'alternance, qui est un moyen aussi de financer les études pour des étudiants en difficulté. Donc, le but, c'est de mettre en œuvre tous les moyens que l'on peut pour faire en sorte que les questions financières soient, autant que faire se peut, le moins possible, la variable d'ajustement qui fait qu'on fait des études en bonne situation ou en situation difficile. Pour cette réponse, on va continuer un peu ce tour de table par Dalal. Donc, bonjour Dalal. Juste. Donc, c'est ça, tout à fait. Donc, vous êtes diplômée BSB 2014, donc ancienne vice-présidente de la FEDE. Depuis, vous êtes investie auprès des jeunes et vous êtes directrice du club FAS, Seine-Saint-Denis, qui lutte contre les exclusions et les discriminations. Pourriez-vous nous expliquer rapidement vos activités? Oui. Avec plaisir. Tout d'abord, merci pour l'invitation à cette table ronde. Je suis vraiment toujours très heureuse de revenir à l'école de commerce de Dijon et pouvoir revoir des anciens professeurs, Madame Bornier, Monsieur Boursieux. Donc, merci à vous pour l'invitation. Alors, effectivement, je travaille au sein de la Fondation FAS. Donc, la Fondation FAS, Fondation Agir contre l'exclusion, elle est présidée par Jean Castex depuis à peu près 1 an et on intervient dans différents champs. Je vais faire le focus sur la Seine-Saint-Denis, où on intervient dans le champ de l'éducation et de l'emploi. Au niveau de l'éducation, on va dans les collèges et les lycées faire de la promotion en fait de métiers, notamment dans la tech, des métiers techniques, pour par exemple inciter les jeunes filles en Seine-Saint-Denis dans les collèges et les lycées à choisir des filières auxquelles elles n'auraient pas forcément pensé. On intervient aussi auprès d'élèves décrocheurs, toujours dans ce département, autour de programmes qui s'articulent autour de la confiance en soi. On développe également des programmes pour les femmes victimes de violences, pour les accompagner vers l'emploi. La plus-value en fait de la Fondation FAS, c'est qu'on est un club d'entreprises. Donc, c'est des entreprises qui s'associent pour mener des actions au plus près des territoires, notamment dans les différents QPV de Seine-Saint-Denis, sur tout le territoire, pour agir en faveur de l'emploi, de l'insertion et lutter contre les inégalités qu'on peut avoir dans le système scolaire qui après se retrouvent dans l'emploi. Pour ce témoignage, on va pouvoir ensuite passer à Karine. Donc, bonjour Karine, vous êtes professeure de management à l'Université de Bourgogne et très impliquée sur l'émancipation et l'égalité des chances. Vous avez été reconnue par Forbes comme l'une des femmes les plus influentes en 2023. Pourriez-vous nous expliquer rapidement votre engagement auprès des jeunes générations? Bonsoir à tous, merci infiniment pour cette invitation. C'est vraiment un honneur d'être parmi vous. Si je suis engagée, c'est que je suis vraiment un pur produit de la République. C'est-à-dire que je suis une enfant placée de la DAS et je dois ma position ici, ma présence ici. L'école a été formidable. Alors, ascenseur, j'aime pas le mot parce qu'il y a une notion de facilité. On appuie sur un bouton et on monte. Alors que pour moi, ça a été vraiment un escalier social
où j'ai gravi vraiment marche après marche. Et sans cette école, sans cette République, ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que comme je l'ai dit, on n'aurait pas misé un copec sur moi. Et si j'ai eu envie de redonner du sens, si je m'engage, c'est eu égard donc, à mon parcours. Et puis, ça fait 31 ans donc, que je suis enseignante. Je m'occupe aussi de jeunes en difficulté, en décrochage scolaire. Et c'est un chemin pour chacun, la réussite pour tous. La mission première de l'école, c'est la réussite des jeunes qu'on nous confie. Qu'on soit dans le primaire ou que ce soit monsieur Boursier, c'est la réussite, c'est la mission fondamentale. Donc après, j'en reviens, vous me demandiez, j'ai perdu le sens. Donc c'était votre engagement auprès des jeunes voilà. générations. C'est l'engagement auprès des jeunes générations, c'est bien sûr eu égard à mon parcours. Et puis on m'a demandé aussi d'intervenir là parce que je suis présidente d'une association de sportifs de haut niveau. Et les sportifs de haut niveau, la précarité, je peux vous assurer que ça parle. C'est qu'il y a 60% des sportifs de haut niveau qui sont dans la précarité. Et ça, c'est un sujet vraiment national. On a des étudiants qui sont précaires et notre rôle, c'est aussi d'être un facilitateur. C'est-à-dire que quand on est étudiant et qu'on fait des études, qu'on s'engage, qu'on prépare les JO, j'ai une jeune fille au sein de mon association, Prenampes, qui a fait les JO de Rio. Vous imaginez, en athlétisme, sur 100 et 200 mètres. Elle est venue à Dijon, au Duc. Elle vient du Togo, donc elle est venue à Dijon pour s'entraîner avec le Duc, pour préparer les JO de Tokyo. Et cette jeune fille ne savait pas comment manger, dormir. Je veux dire, comment vous voulez performer quand les besoins vitaux, hein, la pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'on prend les besoins de la pyramide, tu ne peux pas être au top au niveau des Jeux Olympiques si déjà tes besoins primaires, vitaux, ne sont pas assouvis. Ça, c'est déjà la base. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette association, parce qu'on peut avoir des sportifs de haut niveau, mais quand c'est les JO, tout le monde est là, c'est facile, etc. Mais une fois que le rideau se ferme, il n'y a plus personne. Et ces jeunes-là, il faut les aider. Donc, autant que faire se peut, les aider à performer, leur faciliter la vie. Et moi, je suis une ancienne aussi sportive de haut niveau en athlétisme, hein, sur 100-200 mètres. Je sais ce que c'est. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi cet engagement pour tous ces jeunes qui performent et qui sont dans la galère. On peut le dire comme ça. On a des jeunes sportifs qui sont vraiment dans la difficulté. Voilà. Pour ce témoignage, on va ensuite passer du coup à Vanessa. Donc bonjour Vanessa, vous êtes ingénieure d'études, recherche et formation en microbiologie du vin à l'Université de Bourgogne et vous êtes également chargée de mission Solidarité, Campus Inclusif et Handicap et vous avez mis en place la commission Solidarité étudiante de l'Université de Bourgogne. Vous avez animé une équipe de 15 personnes bénévoles. Pourriez-vous nous présenter rapidement ce dispositif et les raisons de sa mise en place? Alors, bonsoir à tous, merci pour cette invitation. C'est un grand plaisir d'être ici avec la BSB, puisqu'on essaie depuis un an de travailler ensemble, de se rapprocher, donc j'en suis vraiment ravie. Donc oui, effectivement, alors ça date un petit peu du Covid, où on a vu que les chiffres explosaient. Alors l'Université de Bourgogne, c'est 35 000 étudiants, répartis sur 6 campus. 30 000 sur Dijon. Et effectivement, donc, on a été vraiment appelé par tout le monde. Il y avait vraiment un essor de la précarité. On s'est dit, bon, après le Covid, ça va se calmer. Mais non, on est encore pire que pendant le Covid. Donc, effectivement, on est parti de rien. Hein, il y a 3 ans, on est parti de qu'est-ce qu'on fait? On était 2. Le président nous a donné carte blanche. Et moi, je ne sais pas travailler seule. Il me faut une équipe. Donc, on a monté une équipe avec des gens compétents, des bénévoles de l'université. Donc, effectivement, on est 15. Et en fait, pour continuer ce qu'a dit Karine, en fait, nous, on aide tous les étudiants et on les emmène à la réussite. En fait, on est de l'université, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils aillent jusqu'au bout du diplôme et qu'ils n'arrêtent pas pour travailler. Qu'on ne les retrouve pas sur un vélo pour aller livrer de la nourriture, c'est hors de question. Donc, quelles que soient leurs difficultés, c'est un petit peu comme l'esprit des Canadiens, en fait. Finalement, les Canadiens, quel que soit le niveau de l'étudiant, quelles que soient ses ressources, on met tout en place pour qu'il aille jusqu'au diplôme et qu'il sorte gagnant. Donc, effectivement, on va les aider à tous les niveaux, c'est-à-dire hébergement, parce que pour nous, sa priorité, c'est la sécurité. Il faut vraiment qu'ils aient un toit. Donc, on en a sorti 70 de la rue en 3 ans. Voilà, 30 cette année à peu près, enfin un petit peu moins, 25. On en a aidé déjà 700. Donc, pour nous, c'est l'hébergement, l'alimentaire, avec 2 épiceries solidaires. C'est les papiers à jour, l'accès aux droits, l'accès aux soins, avoir un ordinateur, avoir du linge de maison, des produits d'hygiène, enfin, genre avoir le minimum. Et une fois qu'on a réglé tout ça, on n'est pas dans l'assistanat. On est là pour les apprendre à pêcher également. On va leur trouver un job adapté
pour qu'ils puissent avoir de l'argent pour payer toutes leurs factures. S'ils ne peuvent pas, c'est pas grave. L'année, on va tout payer. Mais par contre, juin, juillet, août, on va leur trouver un job. Parce que nous, la priorité, par exemple, pour les gens qui ont beaucoup de cours, comme les gens qui sont en médecine, en PASS, LAS, par exemple, ils ont beaucoup d'heures de cours, donc ils ne peuvent pas travailler. Donc, c'est pas grave, on va tout payer. Mais par contre, derrière, on les fait bosser l'été. Et après, l'idée, c'est qu'ils arrivent eux-mêmes à se reprendre en main financièrement. Et puis surtout, on a un suivi scolaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réglé les problèmes de base, on a parlé de la pyramide de Maslow, donc ça, pour nous, c'est la priorité. C'est de les mettre en sécurité, qu'ils aient une vie normale, qu'ils aient tout. Et après, nous, on va faire le suivi des études. Ce qui nous intéresse, c'est le diplôme. Donc, on va mettre en place des tutorats, des suivis d'études. Et là, dans mon équipe, j'ai 2 professeurs. J'ai Karine Michel, qui est en neurosciences, qui est professeure en neurosciences au STAPS, qui est responsable de la réussite universitaire. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est le diplôme. Voilà. On est vraiment dans la valorisation et dans la recherche, finalement, de ce diplôme. Voilà. Merci beaucoup. Et pour finir ces présentations, on va passer à Ambre. Donc, bonjour Ambre, tu es étudiante en Master 1 et présidente de l'association étudiante et solidaire All for You, qui a l'initiative de l'épicerie solidaire de l'école. Tu as choisi d'organiser cette conférence sur la précarité étudiante. Pourrais-tu nous donner ta définition de la précarité étudiante et nous expliquer l'importance d'organiser une table ronde sur ce sujet? Du coup, alors j'ai pas vraiment de définition de la précarité étudiante, parce qu'en fait, ça peut toucher beaucoup de choses. La plus importante, c'est quand même financièrement parlant, mais ça peut aussi être au niveau de l'alimentation. Donc nous, c'est ce qui nous touche par rapport à l'association. Avec l'association All for You, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait énormément d'étudiants qui étaient quand même dans une situation difficile, notamment au niveau de l'alimentation. Pour avoir une alimentation saine et équilibrée, ils avaient beaucoup de mal à joindre les deux bouts par rapport à ça. Donc, en fait, l'objectif de cette table ronde, c'était vraiment de déconstruire les stéréotypes sur le sujet de la précarité étudiante et de pouvoir montrer qu'il y a différentes solutions qui existent sur le territoire, dans la région et puis même au sein même de BSB pour pouvoir aider les étudiants un maximum et qu'ils puissent pouvoir demander de l'aide, en fait, qu'ils soient prêts à pouvoir demander de l'aide, parce que c'est ce qu'on se rend compte vraiment, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas demander de l'aide et qui souffrent en silence sur ce. Et je trouve que c'est vraiment important. Et je pense que l'association que je représente, en fait, elle est vraiment dans ce but-là, de pouvoir aider les étudiants et de trouver des solutions avec eux pour sortir de cette situation précaire. Beaucoup pour cette réponse. Donc, ça permet de passer, on va dire, au sujet un peu global de la précarité, un peu au sens large. Donc là, je propose du coup à Dalal, Vanessa et Karine de nous apporter vos éléments de réponse sur les besoins essentiels auxquels les étudiants précaires sont confrontés au quotidien. Merci. Alors, comme Ambre l'a bien rappelé, la précarité, elle va prendre différentes formes. La précarité qui va être la plus frappante, ça va être la précarité alimentaire, où on a de plus en plus d'étudiants qui subissent de plein fouet l'inflation et qui n'arrivent pas à se nourrir. On a quand même un étudiant sur 2 qui doit sauter des repas régulièrement parce qu'il n'arrive pas à se nourrir. Et ils viennent grossir les rangs des associations comme les Restos du Cœur et les Secours populaires français qui, on l'a vu cette année, avaient du mal à remplir les caisses et ont dû diminuer le nombre des bénéficiaires qu'ils suivaient. En parallèle à la précarité alimentaire, on a aussi une précarité au niveau du logement. On a beaucoup d'étudiants qui peinent justement à bénéficier des logements du coup socio-étudiants. Et malgré les nouvelles constructions qu'il y a pu avoir au travers de toute la France, on manque de dizaines de milliers de logements sociaux pour pouvoir habiter dans des conditions dignes. Il y a également aussi un sujet d'insalubrité dans certains logements sociaux qui peuvent être mis à disposition, notamment par le Crous. Il y a également une précarité au niveau de la santé. On a beaucoup d'étudiants qui ne vont pas aller chez le médecin du tout et qui ne vont pas se soigner. Et dans cette précarité en matière de santé, on va trouver d'autres précarités qui vont s'associer à cela. Par exemple, la précarité menstruelle pour les jeunes femmes qui ne vont pas avoir le nécessaire en fait pour être à l'aise par rapport à cela. Et il y a aussi une nouvelle précarité qui s'est associée, c'est la précarité psychologique qui s'est accentuée notamment depuis le Covid,
où on a près de 70% des étudiants qui se déclarent avoir montré des signes d'état dépressif, anxieux cette année. Et ça s'est accentué beaucoup avec le Covid. Donc cette précarité qui est latente et qui en fait ne fait que croître chez les étudiants. Et enfin, une précarité à laquelle on ne pense pas directement, mais c'est la précarité en matière de loisirs. Quand on n'a pas de quoi manger, s'habiller et payer son loyer, on aura du mal à aller se payer un verre en soirée ou partir en vacances. Donc en fait, les étudiants n'ont aucune marge de manœuvre parfois pour aller au cinéma. Donc ils rognent directement sur leur loisir. Donc la précarité, elle prend différentes formes et elle touche vraiment de plein fouet les étudiants. Et ça touche toute la France. Ça touche pas uniquement les universités, ça touche aussi les grandes écoles, ça touche toutes les villes. Il n'y a aucune ville qui est épargnée. Et du coup, toutes ces précarités font qu'après, on a du mal à suivre ses études et à s'insérer dans l'emploi. On va en parler aussi tout à l'heure. Mais si un chiffre à retenir, c'est bien un étudiant sur deux qui peine à se nourrir aujourd'hui. Je laisse Karine et Vanessa aussi compléter. Alors, c'est tout à fait vrai, hein, tout ce qui a été dit, je vais pas rajouter grand-chose. Donc, effectivement, on arrive, nous, à l'Université de Bourgogne, à répondre déjà à tous ces besoins, hein. La priorité, effectivement, c'est le logement. C'est un gros problème. On va manquer, par exemple, sur Dijon, on va manquer de 800 chambres. Enfin, il y a 800 chambres qui vont disparaître l'année prochaine. Il en manque déjà 3000. Et là, on est de plus en plus confrontés à des marchands de sommeil, des gens qui vont louer des chambres insalubres pour 700 €. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc effectivement, pour nous, la priorité, c'est vraiment le logement, c'est ce qui nous coûte le plus cher. Donc on met également en place, on a des familles d'accueil, si on fait partie, merci. Voilà, des gens formidables qui accueillent chez eux des étudiants le temps qu'on trouve une solution. Voilà, ça peut être une nuit, hein, mais nous, notre politique, c'est 0 étudiant dans une voiture, 0 étudiant dans un amphi, 0 étudiant dehors. Il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, s'il y en a, on ne les connaît pas. Mais effectivement, ce que tu as dit également juste avant, c'est que c'est très dur de venir demander de l'aide. Donc en fait, on essaye de tous les avoir, mais on les a peut-être pas tous. Alors effectivement, l'alimentaire, c'est un problème, mais pas que. Nous, on a des étudiants, ils viennent, ils ont besoin d'un savon, ils sont capables de pleurer si on leur donne un savon. Donc ça nous pose également question. Pour la précarité menstruelle, on a mis également 32 distributeurs, nous, de distribution protection hygiénique gratuite pour les jeunes filles. C'est pas assez. Mais c'est un chiffre qui est énorme, hein. Moi, ça me coûte plus de 65 000 € par an pour réalimenter ces distributeurs. Mais ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes filles, toutes les jeunes filles, ne payent pas leur protection menstruelle par an. Effectivement, il y a aussi tous les produits d'hygiène qui coûtent cher parce qu'effectivement, on pense à la nourriture. On a la chance, et presque dans toutes les universités ou toutes les écoles, on a des étudiants formidables qui ont des associations pour justement distribuer de la nourriture. Et je remercie vraiment la Banque alimentaire qui fait un travail formidable et qui aide vraiment toutes ces associations. Mais en fait, on ne pense pas non plus au linge de lit, parce qu'en fait, on voit que l'alimentaire, ou on voit les vêtements. Mais en fait, les gens, je leur dis, mais attendez, achetez un draus ou une couette, parce qu'il fait froid là, c'est hors de prix. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la nourriture. Il faut pouvoir aussi se laver les cheveux, être digne aussi sur soi. Donc, tous ces produits d'hygiène, même du produit, un détergent pour faire sa vaisselle, c'est vite cher en fait. Effectivement, certaines fois, il y a des choix à faire qui sont malheureusement obligés de faire. Donc voilà, on essaye, nous, en tout cas avec l'aide des étudiants, hein, qui font un travail remarquable, hein, on a vraiment beaucoup d'étudiants engagés, de trouver des solutions justement pour aider un maximum de ces étudiants. Mais il y a énormément de points. La précarité, effectivement, elle est énorme. Et sur la santé, par exemple, nous, on a des étudiants, en fait, on ne se rend pas compte, mais alors, on a beaucoup d'étudiants internationaux qui arrivent de zones de guerre, qui sont blessés, ou voilà, on a des petites Afghanes qui sont arrivées, ils avaient un appareil dentaire, il faut faire le suivi, ça coûte hors de prix d'aller chez un orthodontiste, donc il faut trouver aussi des partenaires pour qu'ils nous aident pour les soins dentaires, pour l'ophtalmique également. On a beaucoup d'étudiants africains qui ont des problèmes de vue, donc il faut également payer des lunettes. Enfin, le champ de la précarité est énorme en fait, et en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais il n'y a pas un individu qui a la même histoire non plus. Donc, en fonction de l'étudiant qu'on va rencontrer, on va essayer de trouver la solution adaptée pour lui, pour qu'il soit juste, qu'il puisse étudier sereinement, sans peur, sans. Moi, quand il y a un étudiant qui me dit, mais madame, comment voulez-vous que je me concentre sur ce que dit le professeur, je ne sais pas où je dors ce soir. Ça, voilà, c'est une phrase, moi, qui m'a marquée. Enfin, voilà, des anecdotes, j'en aurais plein à vous raconter. Mais effectivement, comme vous le disiez, la précarité, elle est. Il y a des choses auxquelles on ne pense même pas. Voilà.
Je vais être brève. C'est que je vais dire qu'on fait, je vais rejoindre ce que vous avez dit toutes les deux, c'est que dans nos missions, on fait du cousu humain. On s'adapte, on fait du cas par cas. Et comme je leur dis souvent, parce que quand ils viennent vers moi, ils sont des fois déprimés, je leur dis, écoutez, chez moi, c'est Chanel, la haute couture. On essaye, tu vois, autant que faire se peut, parce que c'est vrai qu'ils ont besoin de ça. C'est de l'estime de soi, il faut remonter tout. Et ça passe vraiment là-dessus, la précarité, elle est psychologique, et ils ont besoin d'avoir de l'estime. Et je travaille beaucoup avec l'estime aussi, travaille sur soi, l'estime. Et genre, vous avez tout dit, les filles, donc je peux pas, je vais être redondante. Simplement, je repensais aussi la précarité, les loisirs, oui, surtout avoir une place au cinéma. Je me rappelle toujours de Prénam. Elle n'arrivait pas à se loger, à manger. Alors je me dis, tu prépares les Jeux Olympiques et tu ne peux pas aller voir le dernier film qui est sorti au cinéma. Où est le plaisir? Ça, c'est vraiment important. Voilà. Beaucoup pour ces réponses, en tout cas très détaillées. Ça nous donne un bon aperçu en fait, sur le fait effectivement la précarité, ce n'est pas uniquement alimentaire. Alors juste pour le loisir, je voudrais aussi remercier des gens formidables comme le Secours Populaire qui nous donne énormément de billetterie. Justement pour que les jeunes, ils nous les emmènent à Nigloland, ils nous emmènent faire des baptêmes de l'air, ils nous donnent de la billetterie toute l'année. Donc le Secours Populaire, c'est un partenaire fort également à Dijon qui aide vraiment justement sur le loisir. Voilà, j'ai vu Nathalie Conders, elle va également nous aider au niveau de la ville pour avoir de la billetterie pour des spectacles. Mais effectivement, le loisir, c'est un petit peu le dernier, mais c'est important. Voilà. Et il y a vraiment des gens qu'il faut remercier. Moi, j'aurais envie de remercier. Juste pas oublier que les musées sont gratuits à Dijon et qu'il y a un certain nombre de choses gratuites à Dijon et que ce n'est pas le cas dans toutes les villes et qu'il ne faut pas hésiter à ce qu'on le rappelle et qu'on le martèle. Ok, merci beaucoup. Et puis justement, je vais rebondir donc, effectivement sur la situation, en tout cas en Bourgogne. Donc une question pour Vanessa. Quelle est la situation actuelle de la précarité étudiante en Bourgogne et sur le territoire? Alors, c'est assez... Enfin, sur le territoire et en Bourgogne, je pense que c'est assez similaire. Nous, je vois, enfin, à l'université, on a quand même beaucoup, enfin, on a beaucoup d'étudiants. Mais après, on a donc au niveau des chiffres, effectivement, il y a 50% des jeunes qui font le choix d'un repas de temps en temps à réduire au niveau des quantités. Il y a vraiment des chiffres qui sont plutôt effrayants. Pour autant, le problème qu'on a, c'est ils vont parler effectivement aux médias, mais ils ont du mal à venir demander de l'aide. C'est vraiment, vraiment difficile de pousser la porte. Parce que nous, on a un centre de solidarité. On est le seul de France. On en est fiers. Hein. Même en Europe, on est le seul d'Europe. Mais venir chez nous, de dire, voilà, j'ai ça comme problème. Alors souvent, ils ne viennent pas comme ça. Alors ils viennent, ils veulent être bénévoles. Ils veulent être bénévoles dans les épiceries ou « Ah bah tiens, je connais quelqu'un ». Donc en fait, on sait que c'est un peu lui. Donc en fait, il faut vraiment qu'il y ait un rapport de confiance. Et nous, on a 2 personnes qui sont là pour les accueillir, pour les accompagner, pour leur suivi, parce que ce n'est pas un one-shot. Mais ce qui est difficile, voilà, au niveau des chiffres, on sait que c'est catastrophique, mais on ne les touche pas tous et ils n'osent pas venir encore nous voir. C'est vraiment quand ils sont dans le rouge. Et après, bah là, on a des nouveautés. On commence à être connus au niveau de la communication. Et par exemple, on a une jeune fille qui était dans la prostitution, qui cette semaine, elle a fait le pas de dire « j'arrête ». Je viens vous voir et je vais trouver une solution avec vous. Donc en fait, voilà, les chiffres sont effrayants. On l'a dit tout à l'heure, voilà, on a 50%, on en a, je crois, plus de 70% qui, à la fin de tout ce qu'ils ont à payer, n'ont plus que 100 € par mois, en gros, ou une centaine d'euros pour vivre, ce qui n'est absolument pas pensable. Et alors, ce qu'on voit pas également, c'est qu'il y a des jeunes boursiers, donc les bourses, c'est entre 100 et même à peine, c'est juste avec les frais d'inscription jusqu'à peu près 600 €. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants internationaux, ils ont le droit à rien. Alors en fait, ça c'est un gros problème aussi, parce qu'ils arrivent en France, ils n'ont rien, mais quand je vous dis rien, ils arrivent avec leur valise et c'est tout. Donc là, il faut tout mettre en place également. Et puis, on a plein de jeunes qui ne sont pas boursiers, mais qui sont en fracture familiale. Et eux, pareil, ils ne disent pas trop, donc ils ne rentrent pas un peu dans les chiffres. Mais finalement, le problème est encore pire parce qu'ils n'ont droit à aucune aide. Il n'y a pas de famille derrière. Ils sont complètement isolés. Donc, psychologiquement, ils ne vont pas bien du tout. C'est surtout ceux-là qui, psychologiquement, sont les plus fragiles que les autres. Nous, on a mis en place, par exemple, des psychologues différents pour ces étudiants en fracture, en isolement, ou pour des jeunes qui viennent de zones de guerre ou de pays où c'est très compliqué parce que les psychologues, ce n'est pas du tout les mêmes, par exemple. Mais effectivement, c'est plutôt effrayant. Pour autant, on peut les aider. En fait, c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est qu'effectivement, les chiffres sont importants
très important, effrayant, mais en tout cas à Dijon, entre l'association de la BSB, entre nos associations à nous, on est vraiment en mesure de vous aider. Donc, il faut venir nous voir. Et il y a un point qui est aussi important, c'est la façon dont on leur parle. On ne parle jamais de précarité. C'est un mot qu'on a complètement banni. C'est comme le handicap, on n'en parle pas. On a un problème de santé, d'accord? Là, on est juste, t'inquiète pas, tu as besoin d'un petit coup de pouce, mais on va te donner un petit coup de pouce, c'est tout. En fait, c'est ça, parce qu'il y a une forme de dignité. Enfin, on est français aussi, donc on a quand même un petit peu d'ego, et c'est aussi dans notre culture. C'est pas facile. Donc voilà, il y a un discours qu'il faut aussi adapter. Merci beaucoup pour cette réponse. Question pour Dalal maintenant. On va remonter quelques années à l'époque où vous étiez étudiante à BSB et plus particulièrement, en tout cas, vice-présidente de la Fédé. Avez-vous déjà eu ce sentiment que certains étudiants de l'école vivaient dans une forme de précarité? À l'époque, déjà, oui. Oui, en fait, il y avait quand même déjà un certain nombre d'étudiants qui vivaient dans une certaine forme de précarité. Elle était moins développée qu'aujourd'hui, où là, je pense qu'elle touche quasiment la moitié des étudiants. Mais à l'époque, j'avais, et je pouvais m'inclure dedans également, des camarades qui sautaient des repas, des camarades qui ne sortaient pas le soir parce qu'il fallait payer en soirée et que c'était impossible, des camarades qui n'allaient pas aux sorties proposées par les associations de l'école parce qu'il fallait parfois payer en plus. Dans mes souvenirs, je crois qu'il fallait payer pour le Y, donc il y en a plein qui ne sont pas partis, il me semble. Donc oui, et puis j'avais aussi déjà des camarades qui cumulaient des emplois en parallèle de leur inscription à l'école, et du coup ils étaient dans une précarité très forte, et je sais qu'à l'époque on s'était mis un petit peu ensemble pour s'entraider entre nous. On avait par exemple, on pouvait manger un soir chez l'un, l'autre soir chez l'autre, et on partageait le paquet de pâtes tous ensemble. Ça pouvait aussi être le cas, mais elle existait déjà, et à l'époque il y avait déjà aussi un accompagnement par l'école qui existait. Donc, c'était quand même une scolarité heureuse, parfois difficile, mais heureuse à BSB. Merci. Et du coup, je vais continuer nos questions un petit peu plus personnelles. Vous avez déjà un petit peu évoqué, c'est comment vous avez vécu votre scolarité à BSB, et est-ce que vous êtes retrouvé face à des situations de précarité, justement? Alors oui, comme je vous l'évoquais juste avant, moi, pour intégrer en fait l'école de commerce, j'ai dû faire un prêt, en fait. Et toute ma vie, depuis que j'ai 15-16 ans, j'ai travaillé en parallèle de mes études. Et quand j'ai intégré l'école, j'ai fait le choix. Je me suis dit, cette fois-ci, je vais intégrer une grande école. Je veux me concentrer sur mes études, pouvoir m'intégrer dans la vie associative et ne pas compter, même si on compte toujours, hein, même si on fait un prêt étudiant. Et grâce à ce prêt étudiant, j'ai pu payer la scolarité. Et ensuite, j'étais quand même plus libre pour travailler mes cours, pour participer à toutes les activités de l'école, pour travailler, pour m'investir au sein de la fédération des étudiants. Donc oui, la précarité, elle était là, parce que je ne pouvais pas m'acheter tout ce que je voulais, je ne pouvais pas aller au restaurant tout le temps. Parfois, on sautait de repas, parfois, on se mettait tous ensemble pour pouvoir aller acheter, faire des courses et manger ensemble. Mais j'ai quand même réussi, on va dire, à suivre ma scolarité malgré ces difficultés-là, en fait. Parce qu'il y a une vraie philosophie de l'entraide au sein de l'école. Et à l'époque, il y avait déjà des bourses qui étaient mises en place, des bourses d'excellence, tout à fait. Et je sais que beaucoup de mes camarades en ont bénéficié. Et grâce à ça, on a pu étudier sereinement. Donc, je pense que l'école, elle porte des valeurs de diversité. Et elle porte des valeurs de... On prend les étudiants, peu importe l'environnement d'où ils viennent, où est-ce qu'ils ont grandi. S'ils ont envie et qu'ils ont les qualités, les compétences pour avancer, on va les accompagner. Et c'est une réalité à BSB. Et ça, je l'ai senti dès les oraux. Quand je suis venue passer les oraux, je l'ai senti déjà à l'époque. Et je ne me suis pas trompée en choisissant l'école parce que tout au long de la scolarité, on nous accompagne, peu importe d'où on vient, même quand on arrive à l'étape d'aller chercher un stage, aller chercher un apprentissage. Quand on n'a pas de réseau, comment on fait? Eh bien, nous, le réseau, c'est l'école qui nous l'a donné. Et ce n'est pas un mensonge. C'est pour ça que moi, je suis ravie de revenir dans l'école et de témoigner de mon parcours, parce que sans l'école, moi, je ne serais pas là. Aujourd'hui, je travaille avec Jean Castex. J'ai la chance de travailler dans la plus grosse fondation qui œuvre pour l'emploi, l'égalité des chances, en Seine-Saint-Denis, qui est un territoire symbolique. En parallèle, je suis aussi investie à Trappes, parce que j'ai monté une asso dans l'insertion également. Mais tout ça, c'est possible parce que je suis passée par l'école de Dijon et qu'on m'a donné confiance en moi et qu'on m'a donné les clés pour pouvoir après
entreprendre et avancer dans ma vie professionnelle. Et moi, mes parents n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Mes parents sont arrivés d'Algérie. Mon père était ouvrier dans le bâtiment toute sa vie. Ma mère était femme de ménage. Ils n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école, ni en Algérie, ni en France. Et moi, aujourd'hui, je suis la plume de CEO, j'écris des livres et j'ai la chance d'être très épanouie dans mon travail. Et je dois, en grande partie, tout ça à BSB. Et voilà, merci. et la confiance en moi qu'ils m'ont donnée. Et malgré les difficultés financières, on a un soutien qui est quand même très fort dans cette école. Et il y a une vraie philosophie de l'entraide, parce que dans le recrutement des étudiants, on va aussi recruter des personnes en fonction de leurs valeurs. Et dans l'école, j'ai retrouvé des gens, peu importe leur origine, on s'est tous très bien entendus et on se s'entraidait. Par exemple, je vous parlais des soirées auxquelles on avait peur d'aller parce qu'on se disait, est-ce que je vais pouvoir me payer le petit verre? Et bien, il y avait des camarades de classe qui offraient la bouteille pour tout le monde. Et du coup, on sortait aussi. Voilà. Donc, c'est difficile, mais il y a des systèmes qui sont mis en place et qui font en sorte qu'on y arrive. Là, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par l'Université de Bourgogne. Et donc, bravo pour tout ce que vous faites, mesdames, et l'école aussi. Et décidément, il fait bon vivre et étudier à Dijon. Justement, donc vous étiez à l'école du coup en 2014, donc c'était juste avant du coup la création de la fondation. Est-ce qu'un dispositif comme la fondation du coup BSB aurait pu vous venir en aide et justement dans quelle mesure? Alors oui, parce que à l'époque, quand on se demande ce qu'on va manger ou quand je sais pas, on a un ordinateur qui est défectueux, on ne sait pas comment on va le remplacer, ou même pour payer les frais de scolarité. En fait, moi j'ai eu la chance d'avoir un prêt. Comment j'ai eu ce prêt? C'est parce qu'en fait, j'ai un grand frère qui lui a réussi avant moi. Et comme il avait réussi avant moi, il gagnait assez bien sa vie. Alors j'ai eu mon prêt grâce à mon frère. Mais sinon, j'aurais jamais pu avoir ce prêt pour pouvoir faire mes études. Et même, je pense que si j'avais pas eu ce prêt, j'aurais quand même pu étudier sereinement à Dijon parce que déjà à l'époque, mes camarades de classe qui venaient des quartiers défavorisés ou qui avaient moins de chance, ils ont eu l'opportunité de faire de l'alternance et dans de très bonnes conditions, dans des super entreprises avec des postes intéressants. Et là, je vois aujourd'hui comment ils ont évolué. Ils ont des parcours époustouflants. Ils ont démarré l'alternance ici. Et ils ont même pu partir aussi à l'étranger, même en cumulant avec l'alternance. Donc, il y a des dispositifs qui existent en fait pour pouvoir s'en sortir et en étudiant aussi dans des bonnes qualités, avec une bonne qualité de travail, d'engagement. Donc c'était difficile, mais la preuve c'est qu'on s'en sort et qu'on revient après en première classe dans le TGV. Donc à l'époque, on en parlait tout à l'heure, c'est que quand on est étudiant et qu'on doit rentrer chez soi, déjà on rentre pas souvent et après on prend le TER qui met 3 heures quoi. Voilà. Et moi, j'avais l'habitude, quand j'étais étudiant, je prenais le TER qui mettait 3 heures. Ça permet de faire ses devoirs aussi. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, en tout cas, d'étudier dans de bonnes conditions, même en allant d'un milieu défavorisé, parce que des dispositifs sont mis en place. Et BSB n'a pas attendu que ce soit une mode pour le faire. Voilà, moi, ça fait 12-13 ans maintenant que je suis passée par l'école. Et l'école était déjà engagée dans cette diversité, dans cet accompagnement des élèves qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une école de management. Et l'école n'a pas attendu que ce soit la mode pour le faire, et ça, c'est une réalité. Cet engagement de l'école vous a aussi guidé justement dans cette vocation un petit peu sociale et sociétale dans votre métier actuel? Aujourd'hui, alors totalement. Quand j'ai intégré l'école de commerce, il y avait un dispositif qui s'appelait la PAC, la pédagogie par l'action citoyenne. Et grâce à Madame Borny qui est là, que je salue, que je remercie, j'ai pu faire mon premier expérience en entreprise, en tout cas, dans une association qui s'appelle Femmes Égalité Emploi, donc la FET, qui existe toujours à Dijon, qui a 30 ans d'existence maintenant. Et au sein de la FET, de la Femmes Égalité Emploi, de cette association, j'ai découvert en fait ce que c'était que le secteur associatif et qui accompagnait en fait des femmes qui étaient victimes de discrimination au travail et qui faisaient des actions dans les collèges et lycées pour promouvoir les métiers. À l'époque, c'était les métiers de l'électrotechnique. Alors aujourd'hui, on promeut d'autres métiers, donc dans la tech, dans la data. Mais déjà à l'époque, chez Femmes Égalité Emploi, grâce à la PAC, j'accompagnais des femmes qui allaient vers des métiers dits masculins, déjà à l'époque. C'est dire si c'était précurseur. Et j'ai découvert Femmes Égalité Emploi, cette association, et tout ce qu'elle faisait grâce à la pédagogie par l'action citoyenne. Quand je suis sortie de l'école de commerce de Dijon, grâce à cette action et la force que m'a donné cette école et l'espoir en fait que portait en moi Madame Bornier, mes professeurs, Monsieur Boursieux, j'ai fondé une association
Attrape, qui s'appelle Attrape ton avenir, et qui faisait exactement ce qu'on faisait chez Femmes Égalité Emploi, en fait, mais pour la jeunesse. J'accompagnais les jeunes dans leur choix d'orientation scolaire et dans leur insertion professionnelle, parce que j'ai vu que c'était possible de le faire. Et aujourd'hui, alors moi j'ai un parcours plutôt RH, j'ai fait de la RH, du recrutement, et aujourd'hui j'ai trouvé mon ikigai entre guillemets parce que je suis à l'endroit où j'arrive à concilier mes passions, mes engagements en fait envers de la jeunesse, et on me paye pour le faire. Et le monde en a besoin, je crois. Et donc chez FACE, la Fondation Agir contre l'exclusion, mon travail c'est ça. Et ça a germé à l'école de commerce de Dijon, grâce à la pédagogie par l'action citoyenne. Et tout ça, c'est une réalité. C'est pour ça que je suis fière de revenir. Quand on me demande de revenir, c'est avec grand plaisir, parce que c'est une réalité. En s'engageant dans son école, dans les activités associatives, on crée ses propres opportunités. Alors oui, il y a un plafond de verre qui est énorme, qui est épais. Mais grâce à l'école, à l'accompagnement des professeurs, on arrive à le briser, et avec le marteau de Thor même. Ce témoignage. Alors, j'ai une question d'un internaute, donc plutôt pour Stéphane et Sophie. À BSB, vous aidez sur la partie financière avec les bourses, mais comment les autres composantes sont-elles prises en compte, notamment logement, nourriture, matériel? Alors, je vais laisser Sophie répondre sur toutes les actions que mène la Fondation. Mais il y a déjà une première chose dont je suis content depuis 15 jours, c'est que maintenant tous les étudiants peuvent manger le mardi et le mercredi midi. Ça paraît bête de dire ça, mais depuis 15 jours, on a un food truck du Crous qui vient et qui permet de manger pour 1 euro par repas, et ce n'était pas le cas auparavant. On s'est battu, et Alexandrine s'est battue depuis 2, 3, 4 ans, je ne sais plus, parce que ça fait des années que c'était un serpent de mer pour que le Crous, et c'est normal, est sur la colline de Montmusard à l'Université de Bourgogne, mais n'était pas en centre-ville, parce qu'il a brûlé, pour la petite histoire, il y a 14 ou 15 ans, le Crous qui était à rue du Docteur Marais, et depuis il n'y avait plus de Crous pour nos élèves. Donc on s'est battu pour que le Crous revienne, pour qu'il y ait tout simplement des repas à 1 euro, ce qui permet effectivement à des étudiants de manger dans de bonnes conditions et pour un prix qui défie évidemment toute concurrence et surtout la concurrence de la banette. Donc ça c'est un point. Au-delà de ça, de manière un peu moins anecdotique, il y a un ensemble de dispositifs, et je vais laisser Sophie parler de tout ce que fait la Fondation. Juste évoquer 2 sujets. Le premier, c'est celui des bourses d'excellence. Et cette année, on a mis en place un système de bourse pour tous les élèves en pré-master qui étaient boursiers, en disant un élève en pré-master qui est boursier, il peut rejoindre l'école avec sa première année gratuite, sachant que la 2e et la 3e année, il peut la faire en alternance. Ça veut dire que les 3 années de scolarité peuvent être sans droit de scolarité si l'étudiant est boursier. C'est un premier pas, peut-être qu'il faudra aller plus loin si on peut le faire, ne serait-ce que parce qu'il y a une population qu'il ne faut pas oublier, c'est les étudiants qui sont juste au-dessus, qui ne sont pas boursiers, qui sont juste au-dessus, qui ont droit à rien finalement. La classe moyenne, comme on l'a défini d'un point de vue statistique du côté de l'INSEE, c'est des gens qui n'ont pas forcément des revenus importants, mais ont des revenus trop importants pour pouvoir bénéficier des dispositifs de soutien. Il ne faut pas qu'on oublie aussi cette population-là. Donc il y a les dispositifs de bourse, il y a les dispositifs de prêt d'honneur. On a mis en place l'école. L'école a une caractéristique d'un point de vue juridique, c'est qu'on est une société anonyme à objet éducatif. Une société anonyme, on est là pour gagner de l'argent. Et objet éducatif, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le redistribuer à nos actionnaires. On doit le réinvestir dans l'école. Donc c'est extrêmement vertueux comme système. Je pense que ça fait tout son sens dans le milieu de l'éducation. Et dans la redistribution, il y a un élément sur lequel on a travaillé ces dernières années avec Nathalie, c'est le fait de dire on va mettre en place un système de prêt d'honneur pour les étudiants qui n'ont pas de grand frère qui a bien réussi. Parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas de parents qui peuvent se porter caution, parce qu'ils n'ont pas de grand frère qui peut se porter caution. Eh bien, l'objet, c'est que l'école puisse assurer un prêt d'honneur en prêtant la moitié de la somme et en demandant à nos partenaires banquiers de prêter l'autre moitié. En disant, si nous, on a fait le premier pas, à vous de faire le deuxième et de faire en sorte que les élèves qui n'ont pas de caution puissent avoir un prêt. Donc, des bourses, des prêts, un ensemble de dispositifs, il n'y en a jamais assez. Et si on peut faire mieux et plus, on fera mieux et plus. Mais on a tout ce dispositif, et je vais laisser plus particulièrement Sophie parler de la manière dont est gérée la Fondation, parce que c'est un élément important, et en particulier avec nos diplômés. Merci Stéphane. Oui, donc pour compléter effectivement donc toute cette aide sur les frais de scolarité, donc que ce soit avec ces bourses d'excellence ou les prêts d'honneur. On a mis aussi un dispositif de bourse depuis plusieurs années pour aider sur les frais de vie, et qu'on a ouvert depuis 4 ans et demi avec Nathalie aux étudiants qui étaient aussi non boursiers et aux étudiants internationaux. On y tient énormément
parce qu'on se rend compte, et puis plus la fondation est connue au sein de l'école, plus les étudiants et nos collègues aussi nous sourcent des étudiants en difficulté, et on se rend compte que voilà, il y a vraiment de grandes difficultés pour certains étudiants. Et qui effectivement n'arrivent pas à se loger, n'arrivent pas à remplir leur frigo ou ne peuvent pas changer leur ordinateur. Effectivement, ce qui a été dit aussi tout à l'heure, qui est un vrai fléau, c'est tous les étudiants qui se retrouvent avec un accident de parcours. En fait, ils avaient choisi de faire une école payante. Parce que c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir de très bons enseignements dans le public, mais ils avaient fait le choix d'une école de management et en fait, ils ont perdu un parent ou eux se sont retrouvés à avoir un accident et donc du coup, de ne plus pouvoir faire leur job d'étudiant, etc. Et donc c'est vrai que c'est là aussi que la fondation intervient. Donc avec ces bourses qu'on a appelées justement coup de pouce, comme tu le disais tout à l'heure, Vanessa. Et puis évidemment, plus on travaille auprès des étudiants, un peu comme ce qui se passe à l'UB et certainement dans toutes les écoles, on se rend compte de toutes les difficultés rencontrées et on essaye, alors nous à notre plus petite mesure, mais de pouvoir venir en aide. Donc grâce à la Caisse d'épargne qui nous a fait un mécénat en nature d'ordinateurs, on a pu et on continue à offrir des ordinateurs à nos étudiants. On a mis en place un partenariat avec les Restos du Cœur pour pouvoir loger des étudiants, mais c'est trop peu encore l'offre. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on avance et main dans la main avec l'université, puisqu'on travaille avec les Restos du Cœur pour ouvrir un centre dédié aux étudiants. Et d'ailleurs, j'en profite pour que les étudiants qui nous entendent aujourd'hui sachent que ça va bientôt sortir de terre, parce que c'était prévu pour fin novembre. On a une réunion cette semaine. Et évidemment, toutes les bonnes volontés, parce qu'il y a aussi le give back, c'est-à-dire qu'on peut vous aider, mais aussi si vous donnez un peu de votre temps, c'est super et ça permet la solidarité, c'est aussi important. De pouvoir ouvrir ce centre pour que les étudiants puissent avoir accès aux services des Restos du Cœur. Et puis donc nous c'est grâce à la fondation, donc on est une fondation sous égide de la Fondation de France. Merci à l'école et à tous les collaborateurs pour vraiment tout le travail qui est fait conjointement, parce que la fondation ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas cette intelligence de travail. Et nos donateurs, donc c'est du mécénat, on est sur un dispositif de mécénat, donc les donateurs défiscalisent. Et donc c'est auprès des entreprises et auprès des particuliers, et je remercie évidemment la communauté BSB, puisque la plupart, 80% de nos mécènes sont des diplômés de l'école, et puis on a aussi des collaborateurs qui évidemment soutiennent. Évidemment, non, il n'y a pas d'évidence, mais en tout cas, ça fait chaud au cœur de voir que des collaborateurs font des dons pour la fondation et venir en aide à nos étudiants. Et puis, comme ce qui a été dit, effectivement, le problème quand on se retrouve en difficulté et qu'on n'a pas la famille, c'est plus difficile aussi pour trouver les stages, les jobs. Donc, il y a plein de services, et ça, c'est vraiment pas la fondation, mais des services mis en place par l'école, d'accompagnement, et puis un programme de mentoring aussi qui est mis en place à l'école grâce aussi à nos diplômés qui donnent de leur temps pour pouvoir accompagner les étudiants. Donc, il y a une vraie solidarité et qui, j'espère, va continuer à grandir. Il y a une très, très belle dynamique. Et ce que j'espère aussi, et c'est aussi ce que je disais en ouverture de cette table ronde, c'est vraiment important de travailler main dans la main. Évidemment, je travaille pour BSB, mais je travaille en fait pour les étudiants en général, exactement comme Vanessa, Karine, Dalal. En fait, l'important, c'est de mutualiser nos énergies, parce qu'on va évidemment sur le territoire demander aux mêmes entreprises, aux mêmes structures, aux mêmes associations, et de montrer qu'on peut travailler main dans la main en fait pour une cause, et qu'il n'y a pas de frontières en fait, et toutes les bonnes idées, voilà. Donc, et j'en profite aussi pour remercier, parce que ce que nous a pas dit Vanessa, mais tu allais peut-être le dire tout à l'heure,
Tous nos étudiants sont invités sur les événements proposés, parce que nous, on n'a pas la même force de frappe que l'UB. Et donc, tous nos étudiants sont invités généreusement sur les différents dispositifs proposés par le CSE de l'UB. Et le 15 décembre prochain, il y a un Noël solidaire. Dès que, là, incessamment sous peu, je vais vous envoyer les éléments. C'est une grande journée de solidarité, il ne faut pas hésiter à venir et à rencontrer les étudiants de l'université, et puis de partager un moment festif et généreux pour les fêtes de fin d'année, parce qu'on sait aussi qu'il y a un réel isolement quand on se retrouve en précarité, et donc c'est important voilà, de pouvoir partager ces moments-là. Juste un point de complément, Sophie, merci. Dans les dispositifs qui sont mis en place aussi par l'école, dans le cadre du département développement et accompagnement personnel, il y a aussi le fait d'avoir tout un dispositif de soutien psychologique, d'accompagnement psychologique, que ce soit psychologue, psychothérapeute, qui est gratuit et anonyme. Alors, qui est gratuit, la réalité, c'est qu'il est inclus dans les droits de scolarité, mais il est pour tout étudiant, quelle que soit son origine et quelles que soient ses difficultés, il est totalement à disposition et totalement anonyme. Et j'allais dire, je suis à la fois très content de ce dispositif et très déçu, enfin, très triste de ce dispositif. Très triste parce qu'il est très utilisé, très content parce qu'il est très utilisé. Si un jour il était plus utilisé parce que tout allait bien, on peut rêver au meilleur des mondes, j'en serais ravi. Mais en attendant, c'est quand même très bien que ce dispositif existe et qu'il soit utilisé. Ça veut dire que les étudiants ont conscience qu'il existe et qu'il peut leur apporter un soutien. Et il n'y a pas de honte à aller à un moment donné consulter et parler de ses problèmes. Au contraire, c'est la première étape pour essayer de trouver des solutions. Et donc, vis-à-vis de tous les étudiants, plus on le fera connaître, et mieux ce sera en termes d'utilisation. Et même si les indicateurs à la hausse peuvent dire c'est un problème puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui l'utilisent, c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui l'utilisent. Ces réponses, ça donne un bon aperçu en tout cas de ce que propose BSB justement pour lutter contre la précarité. On sait à quel point il est important de fédérer les différentes initiatives pour lutter contre cette précarité grandissante, comme les institutions éducatives, les gouvernements et les organisations. Peuvent-ils collaborer de manière plus efficace pour lutter contre cette précarité étudiante au niveau national? Donc là, cette question pour Karine et pour Dalal. Oui. Alors, il y a beaucoup de belles initiatives qui ont été décrites. Et la première chose en fait que j'ai envie de vous dire, c'est que tous ces dispositifs qui existent, déjà, il faut les renforcer. Il faut les renforcer et je vais vous parler de certains dispositifs, notamment d'abord le Crous. Il y a un système de bourse aujourd'hui qui existe et on pourrait encore plus le mettre en corrélation avec la situation des étudiants de deux manières. Les critères pour accéder à cette bourse, ils sont difficilement lisibles. Parfois, c'est difficile aussi de l'obtenir parce qu'en fait, c'est calculé en fonction des revenus des parents. Donc, on pourrait peut-être aussi se dire, pourquoi pas calculer les revenus de la bourse en fonction des revenus réels de l'étudiant, déjà. Après, l'échelon 7 de la bourse, c'est entre 600 et 700 €. C'est très peu parce que ça reste que la moitié du seuil de pauvreté aujourd'hui, qui est à peu près de 1 158 €. Donc, en fait, même si vous êtes échelon 7, qui est déjà énorme, c'est le plus grand échelon, on est quand même en dessous de la moitié du seuil de pauvreté aujourd'hui en France. Donc, je pense qu'il faudrait élargir les critères de bourse, faire en sorte de calculer sur le revenu des étudiants pour que ce soit plus réel, plus réaliste. Ensuite, le repas à 1 €, c'est une magnifique idée. Il faudrait peut-être l'élargir à tous les étudiants, boursiers et pas boursiers, pour tout le monde. Pour tout le monde. Là, je vais vous parler de food truck devant l'école, mais c'est magnifique. Bravo pour tout ce que vous faites. Je pense que là, la région de Bourgogne, ce que vous faites, c'est vous êtes pionnier en France, je ne sais pas, mais faire venir des food trucks en face d'une école de commerce parce que le rue est trop loin, je n'ai pas vu beaucoup. Donc bravo déjà, bravo. Et en parlant des restaurants universitaires, voilà, y a les chiffres de la région de Bourgogne, je ne les connais pas exactement, mais la moyenne, c'est que parfois, on a 40 000 étudiants et il y a un restaurant universitaire. Ou il y en a 2. Allez, c'est pas possible. Si on veut manger à la cantine du rue, au restaurant universitaire,
il faut qu'il y en ait un petit peu plus pour qu'on puisse y aller. Donc là c'est le gouvernement qui doit mettre en place ces politiques-là. Donc c'est développer un peu plus, donc financer un peu plus de restaurants universitaires pour que les étudiants puissent manger bien. Tout à l'heure, Karine Vanessa parlait de la qualité aussi de la nourriture. Quand on est précaire au niveau alimentaire, on va manger n'importe quoi. Soit on mange rien, soit on mange n'importe quoi, parce qu'on va acheter ce qu'on peut. Alors qu'au restaurant universitaire, c'est de la nourriture de qualité, équilibrée. Donc on se sent mieux. Ça évite aussi le surpoids, on est en meilleure forme pour l'école, pour suivre ses cours. Donc, il faut augmenter le nombre de restaurants universitaires ou des belles initiatives comme les food trucks que vous avez fait. Ensuite, plus de logements. Il faut plus de logements sociaux, il n'y en a pas assez. Il faut en construire plus. Il en faut plus. Il faut plus de résidences, plus de partenariats avec les résidences privées pour que ce soit accessible en fait aux étudiants. Et j'ajouterais même, il faut encadrer les loyers et les charges. Les deux, parce qu'en fait, il faut protéger les étudiants face à l'inflation. Il y a une inflation qui est galopante aujourd'hui. Donc, les loyers qui augmentent, on ne peut pas les payer. Donc, après, on se trouve en difficulté et ce n'est pas tolérable. Quand 70% en fait, du budget de l'étudiant passe dans son loyer, il reste très peu pour manger, pour s'habiller, pour les loisirs, pour les produits d'hygiène dont parlait Vanessa. Donc les dispositifs existent, mais il faudrait les encadrer davantage, encadrer les loyers, encadrer aussi les charges et mettre en sorte une place de bouclier tarifaire. Ça, si on arrivait à s'entendre tous ensemble. Les organismes privés, publics, l'État, mettre un bouclier tarifaire pour les étudiants pour que peu importe le prix de l'énergie, il n'y ait pas des charges qui explosent, même au niveau du CROUS, qui font tout ce qu'ils peuvent, mais aussi ils font face à cette augmentation de l'énergie. Donc, il faut que l'État aussi mette la main à la pâte et il finance un peu plus ces éléments-là. Autre chose, au niveau des logements, c'est qu'on a beaucoup de logements qui sont insalubres aujourd'hui, malgré les efforts du CROUS, qui font tout ce qu'ils peuvent pour les rénover, par exemple. Mais c'est encore une fois une enveloppe en fait, au niveau du gouvernement qu'il faut qu'elle soit plus importante pour pouvoir rénover ces logements. J'ai vu beaucoup de vidéos où les étudiants vivent avec les punaises de lit. Enfin, c'est pas possible. On ne peut pas étudier dans ces conditions-là. Donc, il faut que ce soit des logements et dignes. Et enfin, on a parlé tout à l'heure, encore deux éléments, c'est un meilleur accès aux droits. Mais pour avoir un meilleur accès aux droits, il faut déjà connaître tout ce qui existe. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui ne demandent même pas les APL parce qu'ils ne savent pas. Mais ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'en fait, l'information n'arrive pas jusqu'à eux. Mais il y a aussi cet accès aux droits. Je vois qu'ici, à BSB et à l'Université de Bourgogne, vous êtes au top à ce niveau-là, parce que là, tout à l'heure, en arrivant à l'école, j'ai découvert un petit document qui est magnifique, qui est fait du coup par la métropole. Je pense que vous avez participé. Dedans, il y a tout ce qu'il faut à l'entrée de l'école. J'ai découvert ça, je l'ai pris en passant. Il y a toutes les aides dedans. Et dedans, justement, on décrit comment on peut avoir accès aux APL, comment on s'inscrit à la CAF, enfin. Mais ça, c'est un problème. Et après, ça ne touche pas que les étudiants. Globalement, en France, il y a aussi beaucoup de catégories socioprofessionnelles en fait, qui ont droit en fait, à des aides et ils ne le savent pas et donc ils ne les demandent pas. Donc, il faut diffuser encore plus le fait qu'il y a plein d'aides qui existent et aller les demander. Donc ça, c'est un accès au droit. Et justement, pour que l'accès au droit soit plus efficace, moi, j'opterais pour un guichet unique. C'est un peu comme ce que vous êtes en train de faire avec le centre de solidarité. Bravo, parce que pour le coup, je sillonne la France et j'ai jamais entendu parler de ça. Donc bravo pour tout ce que vous faites et que BSB soit aussi partie prenante de ce centre de solidarité. Bravo, parce que ce guichet unique, ça permet après de dire à l'étudiant, bon, si tu as une précarité au niveau santé, on t'envoie vers des CMP, on t'envoie vers les psychologues de BSB, on t'envoie vers les psychologues de l'UB. Si c'est une précarité au niveau alimentaire, on t'envoie vers les Restos du Cœur, on t'envoie vers la Bancale, par exemple, ici, on t'envoie au Restos du Cœur, on t'envoie à l'association paroissiale. Enfin, il y a plein d'acteurs qui existent, mais ça manque de coordination. Et donc, ce guichet unique fera en sorte que tous les étudiants, peu importe où ils sont, et cette égalité en termes d'accès aux droits. Et peu importe qu'on soit à une école de management ou à l'université, la précarité, elle est la même. Donc, voilà un peu tous les éléments. Et j'ai peut-être laissé aussi mes collègues peut-être compléter si vous voulez. Mais voilà un peu. Moi, je pense qu'on peut tous travailler ensemble. Acteurs publics, acteurs privés, associatifs, universités, écoles de commerce, pour faire en sorte que, peu importe où on étudie, on soit dans les meilleures conditions possibles pour après être le meilleur citoyen possible. Engagés professionnellement, au niveau associatif, et être des citoyens épanouis. Et ça démarre là aussi, être un étudiant épanoui, on réussit plus facilement ses études, on s'intègre plus facilement dans la vie professionnelle, et après c'est un cercle vertueux.
Voilà, des étudiants épanouis, ça nous donne des citoyens épanouis. Et ça, je pense que BSB et l'Université de Bourgogne, et ce que fait aussi Karine dans ses activités et la Fondation, l'ont compris et intégré même dans les dispositifs, et ça, c'est beau. Pas rajouter grand-chose de plus parce que tu as été très complète. Simplement, c'est vrai que moi, j'ai la chance aussi de faire partie du cercle des économistes. Et au printemps, on a interrogé 35 000 jeunes. Et la question aussi de la jeunesse, hein, c'était pour remonter justement au Premier ministre lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et justement, je rejoins ce que tu disais, ce que les jeunes voulaient, c'était vraiment un guichet unique et avoir des offres, c'est-à-dire un livre où ils puissent vraiment savoir quels sont leurs droits. C'est vraiment ce qui est remonté quand on a interrogé ces 35 000 jeunes par rapport à la précarité. Franchement, bravo par rapport à tes propos. Et, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et justement, là, on va se centrer plus sur le côté du territoire, en tout cas de Bourgogne. Donc, pour savoir qu'est-ce qui a été mis en place, en tout cas pour fédérer justement au sein de l'espace. Alors du coup, on va parler de ce fameux guichet unique et mon rêve absolu, parce qu'on fait ça, je fais ça de façon bénévole avec mon équipe. Ce que j'aimerais, c'est le mettre en place sur les autres universités. Alors peut-être qu'on peut travailler ensemble pour y réfléchir. Donc en fait, l'idée a été de départ, elle est venue du Secours populaire qu'on s'est tous rencontrés. Tous les acteurs de l'humanitaire, je les connais tous. Je travaillais avec tout le monde. Et en fait, l'idée, c'était de dire, il ne faut pas que les étudiants ils aillent au resto, il ne faut pas qu'ils aillent au Secours Pop, à la Croix-Rouge, au Secours catholique, et après, on les perd de vue, on ne sait pas. Donc en fait, c'est simple. Un étudiant qui va aller se présenter chez les acteurs de l'humanité, ils vont lui donner ce dont il a besoin, mais une fois. Et après, il va dire maintenant, tu retournes à l'université parce qu'il y a un guichet unique. Parce que toute l'aide, tu vas la trouver là. L'idée, c'est qu'on a décidé tous ensemble, mais en fait, c'est un réseau qui existe depuis le départ. Depuis 3 ans, on travaille tous ensemble, on a créé un réseau. En fait, l'idée, c'est qu'on travaille à l'université. Alors, on a parlé de la CAF, on a parlé de la CEPAM. J'ai des conseillers. J'ai un problème à la CAF, je vais appeler Dominique. J'ai un problème à la CEPAM, je vais appeler Lynn. Voilà, donc j'ai des interlocuteurs directs qui vont suivre les dossiers des étudiants. Il y a une jeune fille qui, dans un amphi, j'étais en train de présenter nos dispositifs, elle vient me voir, elle est en fauteuil. Elle me dit, voilà, madame, moi j'ai un problème, je ne touche pas. En fait, elle avait le droit à une allocation parce qu'elle était à mobilité réduite. Je lui dis, passe au centre de solidarité. Elle passe au centre de solidarité. Elle explique, une jeune fille, mais magnifique, en fauteuil. On s'est dit, oulala, c'est une petite jeune fille, tout va bien, compagnie. En fait, non, il ne faut absolument pas du tout se fier à l'apparence, c'est n'importe quoi. Et cette jeune fille, en fait, elle ne mangeait plus parce qu'elle ne touchait pas ses aides. En une demi-heure, la CAF lui a versé 2 200 €. C'était immédiat. C'est-à-dire qu'on a un interlocuteur, on n'est pas devant un ordinateur avec du numérique. Non, ils se déplacent. Plusieurs fois dans l'année, on les fait venir. Là, la dernière fois, ils sont venus à 6. Et on sait, pendant 4 heures, ils sont là pour répondre directement à l'étudiant où tu en es. Un élève, par exemple, qui a perdu son papa ou sa maman, il a des droits supplémentaires, il a le droit à des bourses supplémentaires. Donc là, on fait vraiment travailler l'humain. Et ce guichet unique permet d'aller très vite. On est dans l'urgence. Il y a un problème, ok, bouge pas, je vais appeler cette personne, il y a ça. Et puis après, voilà, en fait, d'un problème, on découvre d'autres problèmes. Et effectivement, c'est ça notre force, c'est d'avoir, en fait, tout seul, on ne peut rien faire. C'est créer ce réseau. Et on crée ce réseau. Moi, maintenant, j'ai un problème avec un jeune à Nevers. Ça va vite. Je téléphone au Secours Pop, machin. Je dis, t'as un collègue à Nevers, ok. Ok, il connaît le CCS, ok. Un jeune à Auxerre l'année dernière aussi, sur un autre campus. En 24 heures, il voulait arrêter ses études. Il est dans l'école d'ingénieur. En 24 heures, on a résolu le problème. Le CCS a dit, c'est bon, je paye son loyer. Les Restos du Cœur qui étaient sur place ont dit, ok, tous les samedis, il vient, on lui donne un panier alimentaire et compagnie. Donc, en fait, l'idée, c'est de créer ce réseau. Et quand on a créé ce réseau, avec des gens qui on a confiance, on va vite. Et on a un guichet unique où on peut effectivement répondre à tous les problèmes. Et après, ce n'est pas un one-shot. Après, tu reviens. T'en es où? T'en es où? Ok, est-ce que ça, c'est... Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-nous. Et voilà, et tout doucement, il y a un phénomène de confiance. Et l'année d'après, ils viennent nous voir. Comme toi, tu viens effectivement dans ton école, ils viennent juste nous dire « Bonjour, ça va les filles, vous allez bien ?» Donc, en fait, c'est juste ça. C'est trouver les solutions, mais de façon rapide. Et pour trouver des solutions rapides, il faut travailler ensemble. Et là, ce qu'on va faire, effectivement, avec Sophie, si un élève de la BSB rencontre un problème et que voilà, c'est bloqué, nous, on va prendre cet élève de la BSB.
et trouver une solution pour cet élève. Mais comme on va le faire pour Sciences Po et pour toutes les autres écoles, en fait, l'idée, c'est que maintenant qu'on a mis un système qui fonctionne, eh ben, on va aider les autres, mais avec le cœur, hein, on n'a rien à gagner là-dedans. On fait juste parce qu'on est une équipe de 15 bénévoles. On a embauché 2 personnes, je vais embaucher une 3e personne parce que pour ce suivi, ça prend du temps. Il nous faut du personnel pour vraiment être sérieux. Et puis effectivement, voilà. Et puis un autre point effectivement qu'a abordé Sophie, je rebondis dessus, on fait des événements solidaires. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont isolés. Et pour nous, c'est important d'avoir aussi des moments festifs. Donc on fait 3 événements solidaires. Solidarité rentrée. Nous, ce qu'on voudrait faire et ce que j'espère, j'aimerais avoir un petit magasin de la solidarité où on a un trousseau de rentrée avec une couette, un drap, des casseroles, de la vaisselle, enfin le petit kit nécessaire de l'étudiant pour qu'il ait tout bien, une petite cafetière, une petite bouilloire, de quoi s'installer. Ok, donc on fait un événement de rentrée, on va leur donner tout ça, des fournitures scolaires également, faire connaître les associations qui peuvent les aider, nos partenaires qui sont là, la CAF, la CEPAM qui sont là, des gens qui vont réparer des vélos, qui vont donner des vélos, enfin voilà, des petites choses comme ça. À Noël, on fait un arbre de Noël. Alors pour moi, c'est le plus bel arbre de Noël qui soit. Alors, parce que déjà, il y a mes enfants qui viennent, ils sont grands. Hein. Ma fille est à la BSB depuis 2 ans. Donc j'espère qu'elle va venir bientôt. Elle est en cours là. À l'heure où je vous parle, elle aimerait être là, mais elle est en cours. Donc voilà, je suis fan aussi de la BSB, hein, comme vous. Donc en fait, on fait un événement pour les étudiants qui ne fêteront pas Noël. Alors c'est pas anodin, hein. Il y en a 700. On le sait, il y en a 700 qui restent sur le campus à l'université à Noël. Et ça, c'est pas entendable. Et moi, ça fait 3 ans que je me bats pour qu'il y ait un Noël. Et cette année, on fait un Noël XXL pour ces jeunes qui n'ont pas de Noël. Donc là, j'ai déjà 30 partenaires qui me font des collectes pour qu'il y ait des cadeaux. Il faut des vêtements chauds. Il y en a plein qui ont froid. Alors, on a parlé des problèmes énergétiques. Donc, je travaillais avec Enedis également. On est en train de travailler sur leur politique RSE. On va mettre en place une réflexion sur la précarité énergétique, justement pour ces fameuses charges dont tu as parlé. Effectivement, il y a un vrai problème. Donc, effectivement, on va leur donner des couettes parce qu'il y en a qui ne mettent même pas le chauffage chez eux. Et ils ont super froid. Des chaussettes, des polaires, des plaids, enfin, pour qu'ils aient un peu chaud à la maison. Donc, il y a des partenaires mais incroyables qui sont avec nous depuis le début. Et là, on est en train d'augmenter nos champs de partenaires, nos donateurs. Donc, on va faire des dons pendant 4 heures, des ateliers bien-être. Il y a même une petite équipe de maquillage avec des petites maquilleuses qui vont venir les maquiller pour qu'ils se sentent bien parce qu'effectivement, la confiance en soi, donc, tu vas parler, elle est absolument indispensable pour se sentir bien. Et après, on a un orchestre de 70 musiciens étudiants de l'Université de Bourgogne, Stock. Donc, ils ne sont pas que l'université, hein, ils peuvent être dans des écoles, mais ils se retrouvent tous les mardis. Ils vont nous faire un concert de Noël. Moi, je les ai entendus, ils sont incroyables, vraiment. Alors, tu sais à quel point j'aime la musique classique. Et je peux vous assurer, là, ils nous font un spectacle de Noël. Et après le spectacle de Noël, on a un vrai repas. Donc, la Fondation de France nous aide, nous finance le repas de Noël pour ces étudiants, pour qu'ils aient un vrai repas de Noël. Et après, alors, on invite des personnes âgées pour qu'il y ait un lien intergénérationnel, pour les sortir eux aussi de l'isolement et créer ce lien avec ces étudiants. Et après, on aura un DJ qui va nous faire danser. Donc, du coup, voilà, parce que c'est des moments aussi importants. Et ils sont contents, parce qu'il y en a, l'année dernière, il y en a qui m'a dit oh, « j'étais jamais sortie de ma chambre d'étudiant, voilà, c'est trop bien ». Voilà. Donc, et puis à Pâques, on refait un autre événement, mais pour la découverte du sport, parce qu'on travaille avec des sportifs. On fait un événement également au mois de mars, parce que le sport, c'est le bien-être. Il faut faire du sport. C'est ultra important de faire du sport. Donc, en fait, il faut leur dire, on ne va pas les challenger. Ce n'est pas le principe. C'est juste leur dire, bah voilà, donc les étudiants sportifs vont montrer leur sport et vont faire une découverte du sport parce qu'effectivement, on met aussi des dispositifs sport santé à l'université pour effectivement que les étudiants qui sont peut-être un peu obèses ou qui ne sont pas bien dans leur peau puissent faire du sport pour se sentir mieux. Et c'est ultra important de se sentir bien. Donc voilà, on fait. Voilà. Okay, mais la priorité, c'est le réseau et ensemble. Il faut travailler ensemble. C'est ça la règle. C'est ensemble. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse et puis merci beaucoup à Stéphane Bourcieux qui va devoir nous quitter. Merci à vous. On va pouvoir passer donc à une nouvelle question donc pour Vanessa et pour Ambre. Donc comment pouvons-nous garantir l'accès à une alimentation saine et abordable pour les étudiants en situation de précarité?
peut-être si vous voulez commencer. Alors, je passerai le micro à Ambre. Juste pour nous, en fait, ce qui est, on travaille avec la banque alimentaire. Alors, la banque alimentaire, je ne sais pas pour vous, mais pour nos 2 épiceries, on a 2 épiceries. On a Epicampus, c'est une épicerie qui est gratuite. Alors, en fait, ne vont dans l'épicerie Epicampus que ceux qui sont dans le rouge, ceux qui n'ont rien. Okay. Et puis, on a une 2e épicerie, une Agorae, qui s'appelle la Fébia, qui, en fait, donc c'est une épicerie solidaire où là, ils vont payer un petit peu. C'est 10% du prix d'achat, mais voilà, c'est pour les étudiants qui ont un petit peu de moyens quand même. Voilà, donc déjà, il y a 2 possibilités. Alors, qui va les alimenter, ces épiceries? Donc, ils ont la chance de pouvoir faire des appels à projets. Il y a également des aides au niveau région, au niveau de la métropole, pour les aider finalement à alimenter l'épicerie. Là, tout à l'heure, à midi, il y a Alzonta, des dames qui luttent justement pour les droits des femmes, qui est venue donner un chèque de 700 € par exemple à une des épiceries. Donc voilà, pour aider ces jeunes. Et alors, la qualité, elle vient de la banque alimentaire qui va faire également ce choix. Il y a toujours des produits frais, il y a toujours des légumes. Il y a également des gens qui vont au gramme près, par exemple. C'est des gens formidables. Ils font participer finalement leurs clients et puis ils vont demander aux clients s'ils vont arrondir finalement une somme. Et avec cette somme-là, ils vont pouvoir donner des produits frais, bio, justement aux épiceries. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, il y a ça. Et en plus, la banque alimentaire va proposer également des cours de cuisine. Ça, tu peux leur demander, ils peuvent te le proposer, c'est très sympa, parce qu'ils apprennent, parce que des fois, les jeunes, moi j'ai 2 enfants, alors le tout petit, c'est super bien cuisiné, et ma fille qui est à la BSB, c'est une catastrophe, mais son copain qui est à la BSB aussi, cuisine très très bien. Voilà, mais donc en fait, tout le monde ne sait pas cuisiner ou cuisine pas bien et fait pas attention à avoir un repas équilibré comme on peut en avoir au RU, effectivement. Donc effectivement, la BA va proposer des cours de cuisine pour bien finalement composer son assiette. Ça peut être également très intéressant pour les étudiants, mais en tout cas, dans nos épiceries, ils font vraiment attention à tout ça. Alors après, ça dépend où on achète effectivement ces produits. Alors dans les épiceries, le coût est vraiment modique ou de toute façon, même à Epicampus, c'est gratuit. Donc ils ont des fruits, des légumes. Alors je ne pense pas qu'ils aient de la viande parce qu'ils n'ont pas de frigo, ils ne peuvent pas garantir la chaîne du froid. Par contre, Epicampus, oui. Et là, c'est vraiment donc pour les étudiants en difficulté. Et il y a des étudiants de la BSB qui viennent sur nos épiceries également prendre de la viande. Si toutefois, il n'y en avait pas dans vos épiceries, il y a effectivement il y a du jambon, il y a de la viande, il y a des fois du poisson. Ils ont des surgelés, ils achètent des surgelés à la banque alimentaire. Donc voilà, alors je le sais parce que mon fils, il est bénévole à la banque alimentaire, donc il connaît les colis. Donc tu peux éventuellement aller dans nos épiceries chercher ces produits-là à coût modique. Pour pouvoir bénéficier de tout ça, il faut passer par le centre de solidarité. On fait un petit point juste avec toi, par exemple, et puis après, on te donne une attestation pour que tu puisses y aller. Et il n'y a pas du tout de souci. Tu peux y aller sans problème. Il faut juste qu'on fasse un point parce que ça ne peut pas être ouvert non plus à tous les étudiants. Nous, on en a 35 000. On n'a que 2 petites épiceries tenues par des étudiants incroyablement courageux. Donc voilà, ça ne peut pas être ouvert à tout le monde, mais ceux qui en ont besoin, il faut absolument y aller. Et c'est ouvert tous les jours, même le dimanche. Donc c'est quand même super. Donc le dimanche, voilà, on trouve toujours un petit moment pour y aller. Donc voilà, donc effectivement, il y a plein de gens. Et après, c'est encore une fois, créer du réseau. Allez voir les commerçants, leur dire, mais si chaque commerçant, et c'est ce que j'ai fait tout le week-end là justement pour mon arbre de Noël, mais en fait, si on va voir un peu tous les commerçants ou même des restaurateurs, et si chacun fait un tout petit peu, ce tout petit peu, ça fait beaucoup au bout d'un moment. Et donc, on peut répondre comme ça aux besoins de nos étudiants. Et comme ça, on peut avoir. Et pendant, par exemple, la crise sanitaire, il y a plein de restaurateurs qui faisaient à manger pour nos étudiants et des vrais repas de resto, des trucs sympas, quoi. Donc, tout ça n'est pas impossible. Hein. Il suffit effectivement d'avoir le temps de créer ce réseau et de trouver des solutions pour aider ceux qui ont moins de chance peut-être que d'autres. Alors, du coup, d'abord pour répondre à ta question,
Donc moi, je te conseillerais quand même le Crous. Vraiment, c'est par rapport. Alors, il y a déjà le food truck, mais moi, par exemple, qui a eu des difficultés financières à un moment donné, je vais au Crous pratiquement tous les jours, midi et soir, pour manger un repas équilibré, donc avec de la viande. Moi, c'était ce qui me manquait le plus, j'avoue, par rapport à mes difficultés financières, c'est que je pouvais pas acheter de viande. Donc là, en fait, en allant au Crous, eh ben, je peux manger de la viande, je peux manger une entrée, un plat et un dessert. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que, alors au niveau de BSB, c'est un petit peu compliqué de faire l'aller-retour, voilà. Mais le soir, en tout cas, c'est ouvert vraiment jusqu'à 19h45, je crois. Donc du coup, tu as quand même le temps d'aller jusque là-bas et de revenir chez toi. Et ça, c'est vraiment bien, en tout cas, si tu veux manger de la viande, en tout cas. Donc ensuite, par rapport à notre association, donc All for You, nous, on va être sur plutôt du sec. Donc on va être plutôt sur les conserves, la farine, le sucre, le sucré aussi, gâteaux, céréales. Donc nous, on est vraiment, on essaye d'ouvrir le plus possible l'épicerie au plus d'élèves possible de l'école. On a encore trop peu d'étudiants qui viennent nous demander de l'aide par rapport à l'épicerie solidaire. Pourtant, c'est vraiment simple. Il faut simplement envoyer un mail, soit directement à All for You, un message sur Instagram, ou alors directement à notre responsable épicerie qui s'appelle Bouchra Tosun. Donc voilà, elle, faut juste lui envoyer un mail, lui dire j'ai besoin d'avoir accès à l'épicerie solidaire. Elle va envoyer un document, un petit document à remplir qui est vraiment pas compliqué. Il y a 3 questions. Il faut savoir si vous êtes boursier. Il faut juste mettre les dépenses et les recettes que vous avez. Et ensuite, elle vous donne rendez-vous. Vous prenez un rendez-vous avec les personnes qui s'occupent de l'épicerie et vous venez chercher vos courses. Il faut savoir que c'est complètement anonyme. On n'a aucun jugement sur les personnes qui viennent. Vous pouvez juste venir, récupérer vos courses et repartir. Il n'y a vraiment pas de jugement par rapport à ça. Il faut aussi savoir que donc on privilégie évidemment les personnes qui sont boursières, mais pour les personnes qui sont non boursières, il faut juste expliquer la situation financière. Et nous, après, on va vous accepter. Il faut juste pouvoir expliquer que vous avez des difficultés financières et on vous ouvrira l'épicerie sans aucun problème. Donc nous, notre épicerie, elle est surtout, en fait, on l'alimente grâce aux dons d'entreprises qui nous font des dons de denrées alimentaires. On a aussi les étudiants, parce que c'est quand même une association qui est créée par des étudiants pour des étudiants. Donc on a plusieurs étudiants qui nous ont déjà amené des denrées alimentaires pour d'autres étudiants. Et enfin, on a aussi du coup notre financement directement par l'association par rapport à tous les goodies qu'on vend. Voilà. Donc c'est comme ça que on arrive à alimenter l'épicerie aujourd'hui. Mais en fait, on a toujours trop peu de bénéficiaires. Et en fait, on a vraiment, il faut que les gens puissent venir demander de l'aide parce que c'est très important et qu'on sera toujours ouvert à leur ouvrir les portes de l'épicerie pour qu'ils viennent chercher leurs denrées alimentaires gratuitement. Voilà. On a aussi des denrées d'hygiène, enfin on a tout ce qui est hygiène aussi, donc serviettes hygiéniques, on a aussi des shampoings, des gels douche, dentifrice. On a vraiment beaucoup de choses pour aider les étudiants au niveau de l'hygiène. Voilà. Je voulais aussi ajouter, que l'association YouLevent sur le campus de Lyon a aussi développé une épicerie solidaire. Donc vraiment, les 2 campus sont équipés, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces associations. Pour ces réponses, donc effectivement, n'hésitez pas à contacter du coup All for You, donc pour ceux sur le campus dijonnais, et puis YouLevent pour le campus lyonnais. On va rester un peu dans le cadre de l'école et puis de l'université. Donc, quelles initiatives donc l'école et l'université en tant qu'institution peuvent-elles prendre pour atténuer les défis liés au logement et au coût de la vie pour les étudiants en études supérieures et en général sur notre territoire? Donc, question du coup pour Vanessa et Sophie. Sophie, vous pouvez commencer. On y a déjà pas mal répondu. En fait, je pense que c'est vraiment le réseau. On se rend compte que c'est en travaillant ensemble et avec des associations qui existent déjà, là, comme les Restos du Cœur, comme là le centre qui va ouvrir d'ici quelques semaines à Parmentier.
c'est beaucoup plus impactant, parce que c'est vrai que nous, à BSB, l'épicerie solidaire, c'est super d'en avoir, de pouvoir en proposer sur nos 2 campus, mais ce sont, comme Ambre l'a dit, des épiceries qui sont gérées par des étudiants qui ont aussi cours, donc on ne peut pas faire des permanences toute la journée, etc. Donc c'est bien qu'il y ait, à mon avis, un pôle dans les structures, mais c'est bien aussi de pouvoir s'appuyer sur des associations comme les Restos du Cœur qui existent et qui aussi, c'est bête, hein, mais en question de logistique, ils peuvent gérer voilà, beaucoup mieux les produits, avoir des produits frais. Nous, c'est pas possible de proposer, ce serait très difficile de proposer ça à l'école. Donc je pense que vraiment, il faut travailler ensemble et développer des partenariats. Pour le logement, moi je sais que là je regardais, il y a une très belle association qui s'appelle Team et Colette, qui en fait c'est faire de la cohabitation entre des personnes âgées et des étudiants. En plus, je trouve que socialement, quoi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment un très beau projet. Donc voilà, ça c'est aussi des idées de voir comment on pourrait mettre en place des partenariats avec ce type d'association, parce qu'effectivement, en tout cas nous on s'en rend compte sur notre campus de Lyon. Il y a effectivement le problème du coût du loyer dont on a parlé, mais il y a le problème de l'offre. Et là même, je parle même pas de logements sociaux, comme tu disais Dalal, c'est que même sur des appartements, en fait, les étudiants, même avec un budget conséquent, ne trouvent pas à se loger. Donc c'est vraiment la double peine. Alors nous, pour le logement, c'est vraiment, c'était un grand défi parce qu'on avait beaucoup d'étudiants en grosses difficultés et dehors. Donc en fait, on a déjà eu la chance d'avoir un réseau de familles d'accueil. Et puis, on a embêté la métropole et grâce à des élus, on a pu avoir accès aux bailleurs sociaux. Donc parce qu'il n'y a pas assez de chambres d'étudiants. Et en fait, les logements sociaux sont faits principalement pour les mamans avec des enfants. Pas pour les étudiants. On a quand même réussi cette année à avoir une quinzaine de chambres chez différents bailleurs sociaux à loyer modéré, parce que c'est toujours pareil le coût. Et puis on a développé effectivement, donc on a, comme à la BSB, on a des chambres au Resto du Cœur, mais pas que, on a des chambres au foyer des aveugles, mais effectivement on a des jeunes qui ont perdu la vue. On a également des chambres à l'Arche, hein, c'est des logements où il y a des personnes en situation de handicap mental. Et donc ces jeunes ont des très beaux studios qui payent 27 € par mois. Et en plus, ils ont 9 heures de travail pour travailler dans le centre. Donc c'est quand même formidable. Donc c'est des jeunes qui aiment aussi être avec des personnes en situation de handicap, donc ça se passe super bien. Voilà, et voilà, on fait aussi du lien intergénérationnel, la colocation. Voilà, on essaie de tout développer parce qu'on manque effectivement, comme tu le disais Sophie, il manque vraiment de logements pour les étudiants. Et on veut éviter effectivement, on a des étudiants qui vont se retrouver dans des chambres chez des gens où alors ils voient les tuiles, hein, ils voient le jour passer à travers les tuiles, hein, voilà. Donc non, mais il y a de l'arnaque à la location, ça fait peur, hein, donc on les sort dès que possible. On leur pose un peu des questions. Tu peux pas prendre une photo de ton lit là pour voir comment c'est le plafond? Voilà, puis on s'aperçoit que voilà, c'est de l'arnaque à la location. On a un souci également pour nous, c'est les garants de ces étudiants, parce qu'on a des étudiants qui n'ont pas des familles derrière, il faut un garant. Par exemple, le Crous accepte Visal. C'est un garant qui leur permet effectivement, c'est un groupement qui va payer si l'étudiant n'est pas en capacité de payer. Nous, on paye aussi des loyers Crous si ça ne va pas. Maintenant, avec Visal, ça va mieux parce que nous, ça nous évite de rembourser les frais Crous pour éviter qu'ils se retrouvent à la rue. Le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les logeurs n'acceptent pas Visal. Il leur faut absolument un garant. Et ça, le garant,
pour un étudiant, ça peut être très compliqué si on n'a pas un grand frère hein, comme toi qui est derrière et qui dit ben voilà. Donc, et puis après, il y a un certain âge où, parce qu'on a des étudiants qui peuvent être âgés, hein, enfin, on fait de la formation tout au long de la vie, on peut avoir des étudiants qui ont plus de 26 ans, et là, ça devient très compliqué d'avoir des garants. Donc, pour nous, en plus de ça, l'histoire de garant, ça, c'est un problème. Donc, on le fait entre nous. Voilà, on est garant de plein d'étudiants. Parce que, ben voilà, on essaye de... Si Visal, ça ne fonctionne pas, il faut qu'on trouve des solutions, mais on trouve toujours une solution. Voilà. Donc, en fait, il y a plein de possibilités. Et au départ, on nous dit non, puis finalement, en insistant un peu, on arrive à nous dire oui. En tout cas, pour le logement, c'est comme ça que ça se passe. Pour cette réponse, et du coup, question pour Sophie. Donc, comment BSB peut-elle promouvoir davantage les opportunités de bourse et de financement? Et finalement, comment ce processus peut-il être amélioré pour être plus inclusif et précis? Peut-être en améliorant notre communication. On essaye vraiment de faire parler de la fondation et d'avoir aussi des ambassadeurs auprès des étudiants bénéficiaires pour qu'ils puissent pour porter la bonne parole auprès de leurs copains. Et de leur dire voilà, de venir nous voir, même si malheureusement on n'a pas de baguette magique et on ne peut pas toujours répondre positivement à toutes les sollicitations, puisque évidemment pour pouvoir donner des bourses ou des aides, il faut qu'on ait pu récolter les fonds à côté ou le mécénat de compétences ou en nature. Et que pour le moment, voilà, c'est un équilibre à trouver. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, communiquer, on le voit depuis 4 ans, et puis faire comprendre aussi pourquoi cette fondation a été créée et pourquoi elle vit. En fait, elle a été créée pour les étudiants. C'est vraiment comme ça qu'elle a été conçue par notre école, au service de nos étudiants. Et c'est vrai que là, moi, je vois, ça fait 4 ans et demi maintenant que j'ai rejoint l'équipe de BSB et j'ai énormément de collaborateurs. Et par moments, on se dit, oulala, mince, on a trop communiqué. Et du coup, c'est vrai que si on ne peut pas répondre à la demande, ça peut aussi être mal perçu et être contre-productif. Mais voilà, qui pense à développer des choses avec nous pour voir comment on peut aider. Et puis après, il y a aussi les bénéficiaires hein, qui nous écrivent une fois qu'ils sont diplômés pour nous remercier et nous dire voilà, comment ils peuvent nous aider, qu'ils aimeraient être donateurs, pouvoir aussi être ambassadeurs de la fondation. Donc je pense que c'est vraiment une histoire qui s'écrit aussi, c'est une vraie aventure humaine. C'est tout le côté très parce que bon là on était dans quelque chose de forcément la précarité c'est gris, c'est triste, ça peut être voilà, c'est triste, mais en fait derrière ça il y a des élans de générosité, de solidarité. C'est aussi pour ça que c'est important de faire cette conférence à la veille du Giving Tuesday. C'est que en fait chacun va aussi chercher c'est super hein, quand on a des dons importants, ça donne des solutions quand on a de l'argent, mais il y a aussi tout ce qu'on va pouvoir créer, inventer, parce qu'en fait, on n'a pas les moyens, même nous, école de commerce, fondation d'école de commerce, on ne peut pas faire des miracles. Nous, à la fondation, on est 2 salariés à temps plein et déjà, on est très chanceuse. Et on n'a pas que les projets liés à la précarité des étudiants qu'on défend. Donc voilà. Mais ça nous pousse forcément à innover, à aller voir les copains, à se créer des réseaux. On ne serait pas forcément allé. Et donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment une solution. On en revient vraiment à ça, collaborer, être en réseau. Et puis faire prendre conscience à chacun que même un étudiant, on ne va pas lui demander de rendre ce qu'il a eu ou même de donner à ses copains, mais en fait de donner un peu de temps, de partager un plat de pâtes. Voilà, ça en fait, ça n'a pas de prix. C'est aussi un lien humain. Je pense qu'on recherche ça, j'ose espérer, dans nos vies. Et donc voilà, je pense que c'est le message que véhicule d'ailleurs l'école de la fondation. Ce n'est qu'un service de BSB.
et on essaye d'aller tous dans le même sens. Je voudrais juste ajouter un petit truc parce que au moment où tu parlais, j'ai eu un flash d'une étudiante ukrainienne à qui je parlais cet été parce qu'on les emmène dans le train ou en bus à Mousty-Sainte-Marie pour qu'ils travaillent dans les villages vacances, voilà. Et donc je me retrouve sur une terrasse avec une étudiante ukrainienne. On allait recevoir tous les patrons parce qu'on reçoit les patrons, on reçoit les étudiants pour passer une soirée tous ensemble. Et elle me regarde, elle me dit mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Écoute, rien, on fait ça avec le cœur parce que tu es en difficulté, ton papa il est à la guerre, ta maman elle a Kiev avec ton petit frère, tu es toute seule, on veut juste que tu continues ta vie et tout. Elle me dit, puis moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, je réfléchis, je lui dis, écoute, si, je sais ce que tu vas faire pour moi. Je dis, voilà, non, on t'a aidé aujourd'hui, mais c'est facile. Tu vois, on est des grandes dames, moi j'ai 50 ans, on est riches. Voilà. Alors moi j'ai commencé, j'étais pauvre, hein, j'étais ouvrière dans une usine, je gagnais le SMIC. Pendant 10 ans, j'avais pas d'argent. Quand j'étais étudiante, j'avais 10 € par semaine pour vivre, donc je sais ce que c'est que d'être en galère. Mais aujourd'hui, je suis riche, j'habite dans un super quartier, j'ai un mari qui gagne plein d'argent, on a commencé à ouvrir les deux. Je sais ce que c'est de passer de rien à beaucoup. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est facile pour moi d'aider les autres. Mais par contre, demain, dans 10 ans, et j'espère que ton pays, la guerre, elle sera finie, qu'il sera en reconstruction, ton pays. Et bien, dans 10 ans, toi, tu auras 35 ans. Et bien, à ce moment-là, je te demande un truc. Regarde, ouvre les yeux, regarde autour de toi et aide au moins une personne. C'est tout ce que je te demande. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est apprendre aussi ça, la solidarité. Nous, aujourd'hui, c'est facile. Facile quand tout va bien, hein, c'est facile. Mais c'est plus facile qu'un étudiant qui n'a rien d'aider un autre. Et ben voilà, moi ce que je demande juste, c'est OK, moi ce que je fais, fais-le pour quelqu'un. Voilà. C'est comme quand je corrige un rapport à un de mes étudiants qui me dit mais comment t'as fait? Je dis j'en sais rien. Quand j'avais ton âge, je ne savais pas non plus. Mais par contre, quand tu enseigneras peut-être un jour, tu corrigeras aussi des rapports et tu aideras peut-être un étudiant. Fais-le. Juste, je te passe un relais. Voilà, c'est un relais qu'on se passe. Merci beaucoup et je propose de passer à la thématique finalement de l'employabilité, donc des étudiants en situation de précarité. Donc par cette première question, comment cette précarité étudiante influe sur l'employabilité? Donc question ouverte à tous. Avec plaisir. La précarité, elle impacte directement l'employabilité en fait, avec plusieurs aspects. Déjà, le premier, c'est que quand on ne mange pas à sa faim, quand on ne dort pas bien, quand on est soucieux des problèmes financiers qu'on a du mal à se concentrer en cours. Donc, il y a la performance, entre guillemets, qu'on appelle performance académique, qui va être impactée, en fait, par cette précarité. C'est une réalité. On étudie beaucoup plus sereinement quand on dort bien, on mange bien et qu'on n'a pas de soucis qui nous empêchent de dormir. Deuxième impact directement sur l'employabilité, c'est que quand, par exemple, on est précaire et qu'on est forcé, entre guillemets, de travailler en parallèle, d'avoir plusieurs emplois, job étudiant en parallèle des cours, ça nous empêche clairement de faire des stages non rémunérés, de faire du bénévolat, de partir dans une région différente ou un pays différent parce qu'il faut payer peut-être des traites ou des crédits. Et en fait, ça nous ferme des opportunités au niveau professionnel et aussi au niveau du réseautage. Parce qu'en vrai, quand on n'est pas présent, par exemple, pour des after-work, parce qu'on ne peut pas s'acheter la tenue qu'il faut ou parce qu'on est en train de travailler, on ne rencontre pas les personnes qu'on aurait pu rencontrer. Donc, on ne se fait pas le réseau professionnel qu'il faut. Et en France, on sait très bien que 70% des offres d'emploi ne sont pas publiées sur Pôle emploi, ni l'APEC, ni rien du tout, mais que ça se passe par le réseau. Donc, quand on est précaire et qu'on ne va pas dans les événements parce qu'on ne peut pas y aller, parce qu'on travaille, parce qu'on n'a pas de quoi s'habiller pour y aller, on manque toutes ces opportunités de réseautage. Pareil pour les activités sportives, les activités artistiques, tous les clubs où on pourrait aller, mais on ne peut pas y aller. Donc, du coup, on ne rencontre pas les personnes qu'on pourrait rencontrer. Et c'est aussi un capital culturel qu'on ne développe pas aussi, qui est un manque important après en entreprise, parce que la plus-value qu'on a quand on regarde des CV, la première chose qu'on va regarder, vous avez votre diplôme au sein de la BSB, mais on va se dire, OK, mais qu'est-ce qu'elle a fait cette étudiante au sein de la BSB? Est-ce qu'elle s'est engagée dans une association? Est-ce qu'elle a monté un club? Est-ce qu'en parallèle, elle a été bénévole? Et quand en fait on est obligé de travailler en parallèle et qu'on ne peut rien faire de tout ça, notre CV, il n'est pas terrible. Si on compare à d'autres CV de personnes qui ont pu s'investir, monter des projets, partir à l'étranger. La chance qu'on a à BSB, c'est que c'est inclus dans le programme.
Donc en fait, tous ces volets de bénévolat, de rencontres d'autres professionnels, on l'a dans le programme. Donc voilà. Mais quand on est précaire, en temps normal, on ne peut pas, on n'y arrive pas. Et autre point, on en a beaucoup parlé, c'est la confiance en soi. Quand on est précaire et qu'on cumule toutes les précarités financières, au logement, alimentaire, santé, menstruelle, enfin, souvent on les cumule toutes, et ben on perd confiance en soi. Et on développe encore plus le syndrome de l'imposteur. Et encore plus quand on est dans une école peut-être de management, où tout à l'heure M. Boursier en parlait, où on doit donner l'image de nous, on est, voilà, on va bien financièrement. C'est encore pire, quand on doit faire semblant d'aller bien, alors qu'en fait, on n'a pas de quoi manger. Tout à l'heure, on parlait on en a parlé, c'est que parfois, on a peur d'aller demander de l'aide. C'est compliqué quand dans toute ta classe, en fait, tout va bien et que tu es la seule à pas aller pas bien, tu te dis, j'y vais pas. Mais il ne faut pas hésiter à aller en parler. Et le problème, c'est qu'on développe aussi ce sentiment-là de je ne suis pas à ma place, et on développe encore plus d'anxiété, on se met encore plus de barrières, en fait, au niveau professionnel, quand on est un étudiant précaire. Donc moi, c'est tous les freins un peu que j'ai identifiés par rapport à l'employabilité. Ça l'impacte réellement. Maintenant, il y a plein de dispositifs qui nous permettent de déjouer un petit peu tous ces pièges qui existent et de réussir quand même. Il y a beaucoup d'élèves qui réussissent malgré en fait des chances qui étaient moins nombreuses au départ. Mais c'est une réalité dont il faut tenir compte. Voilà, j'ai aussi mes collègues parler de l'impact également. Elle a tellement dit tout, elle est tellement complète dans son... Mais c'est normal, tu es la pro. Non, je voulais aussi rebondir là-dessus, c'est qu'au niveau de l'employabilité, quand on est dans la précarité, moi je travaillais au McDo, j'étais équipière polyvalente au McDo pendant mes études. Et je sais ce que c'est que d'avoir une journée de cours, de faire la fermeture jusqu'à minuit et demi, 1h du matin, et le lendemain matin, être à 8h en cours. Je n'ai pas fait de réseau. C'est vrai que je ne pouvais pas réseauter parce que j'en avais pas les moyens. Je faisais ma journée de cours, j'allais au McDo. Je me souviens que je travaillais même les jours fériés parce qu'on était payé 2 fois plus. Et à chaque fois, je disais, programmez-moi les jours fériés pour que j'ai au moins ce jour-là. Et je demandais à faire 12 heures ce jour-là parce que je pouvais faire le maximum. Donc, c'est vrai que c'est une réalité. C'est une réalité. Et si BSB, vous avez cette chance de créer du réseau, de ne pas être obligé de travailler comme ça, tant mieux, c'est vraiment une super école et bravo pour vous. Et puis aussi, le frein aussi, c'est souvent, j'ai des élèves, quand ils sont dans la précarité, c'est vrai que c'est aussi la tenue vestimentaire, les habiller, savoir la posture, avoir le langage, l'éloquence, tout ça, ça se travaille et ça fait partie aussi, c'est vraiment un gros volet aussi de la précarité, c'est vraiment aussi comment je vais me présenter, parce qu'ils arrivent des fois et tu te dis, non, ne peux pas vestimentairement parlant te présenter en entreprise. Et tout ça, c'est un travail aussi sur lequel il faut travailler tout doucement pour qu'ils aient cette posture. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous paraissent simples, à nous évidentes, et qui pour les jeunes ne sont pas forcément évidentes au niveau de la posture, du langage, de la tenue, etc. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire et bravo à vous. Okay, merci pour ces belles paroles. Moi, je voudrais juste compléter un tout petit peu parce qu'avec nous, alors déjà, on leur donne des vêtements pour qu'ils aillent travailler, on leur donne des costumes s'il faut, des chemises pour que. Alors, on leur apprend. Alors, des fois, on a des étudiants internationaux, ils n'ont pas les mêmes codes. Alors, par exemple, quand vous allez à Ikea pour demander un job étudiant, ils vont vous dire l'été. Alors, qu'est-ce qui te fait vibrer ou pourquoi tu postules pour Ikea? Alors, la réponse, c'était, je vous la donne comme ça, si vous postulez un jour chez Ikea, c'est j'adore Ikea, j'adore les mugs Ikea, chez moi, j'ai de la vaisselle Ikea, je mange Ikea, j'ai des meubles Ikea. Alors, c'est surtout pas, j'ai besoin de travailler. Ça les intéresse pas du tout. Donc, moi, ils m'en ont pris aucun. Ok, moi, ils m'ont demandé ce qui faisait vibrer une Soudanaise. Alors, elle lui a dit vivre, déjà. Rester en vie, c'était déjà une... voilà. Donc, en fait, il y a un gros décalage sur certains employeurs. Donc, on travaille avec le MEDEF en leur disant attention. Donc, maintenant, ce qu'on dit au patron, donc, parce qu'en plus, quand on est en couleur, des fois, il y a une discrimination, hein, on est bien d'accord. Donc, oui, il est noir, oui, très, très, très noir, mais il ne mange pas, hein, il ne va pas, vous inquiétez pas, il ne mord pas, il est très, très gentil. Mais par contre, essayez-le un jour ou deux. Voilà, donc, non, on déconne, mais on n'en est vraiment pas loin, c'est la réalité. Donc, nous, on va avec eux. C'est-à-dire qu'on leur fait leur CV, on leur dit, tu dis pas salut, hein, tu dis bonjour monsieur. Et alors après, il y a des codes.
Parce que en fait, ils vont dire à une patronne, je vous aime beaucoup, ce que vous... En fait, elle va croire qu'il fait une déclaration d'amour. Mais non, en fait, un étudiant africain dans certains pays d'Afrique, pour lui, c'est vraiment du respect. Et en fait, des fois, c'est pas du tout une déclaration d'amour, mais ils savent pas en fait comment s'exprimer. Alors donc on leur apprend également à dire il y a des choses que tu peux pas dire ou il faut les dire différemment. Le respect, tu peux pas l'exprimer de la même façon. Voilà. Mais des fois, on leur dit allez-y 2 jours gratos. Vous le payez pas 2 jours. Au bout de 2 jours, vous nous dites ou vous nous le rendez ou vous le gardez. Bah, ils nous les rendent pas. Parce que oui, il ne va pas être exubérant à dire oui, alors moi, il ne sort pas peut-être d'une école de commerce où on leur apprend à être sur d'eux et voilà, ils sont juste là parce qu'ils ont besoin de travailler. Donc, mais au bout de 2 jours, ils sont à l'heure, puis ils reviennent et puis ils sont polis, puis ils sont gentils. Bah oui, c'est ça, ils sont efficaces. Voilà, donc ok, bah gardez-les. Donc voilà, il faut aussi qu'on fasse travailler les patrons parce qu'on n'est pas tous à se survendre, à être exubérants, mais ils peuvent être bosseurs, gentils, polis et introvertis. Voilà, c'est aussi la réalité du terrain. Merci beaucoup. Et puis, je vais vous proposer de passer à une nouvelle thématique, donc qui est la souffrance et l'isolement des étudiants en situation de précarité. Et pour ça, je vais inviter Alexandrine Borny à nous rejoindre. Donc, responsable du DAP et puis membre permanente de la FEDE aussi. Et justement, je vais commencer par une première question. Donc, comment êtes-vous informé des difficultés rencontrées par les étudiants? Est-ce que les étudiants vont facilement demander de l'aide? Alors, sur les problématiques personnelles, on est aussi dans cette difficulté où l'étudiant ne va pas spécifiquement venir nous demander de l'aide. Donc, nous, on communique avec toute la communauté BSB pour pouvoir avoir des informations qui viennent des enseignants, des camarades aussi. Souvent, on a des étudiants qui vont venir nous parler d'un de leurs camarades qui ne va pas bien, qui se sont isolés ou qui a des difficultés, qui a besoin, le cas échéant, de faire appel à la cellule de soutien psychologique. Donc, voilà, on a plusieurs moyens de se rendre compte de la difficulté de certains étudiants. Mais bien évidemment, comme vous l'avez dit, on peut passer à côté de certains étudiants parce que ce n'est pas écrit sur le front. Mais alors, on communique. On rappelle régulièrement qu'il existe le département développement et accompagnement personnel, qu'on est là pour écouter les étudiants, recueillir la parole, trouver des solutions. On a la cellule de soutien psychologique. Les coordonnées des psychologues sont affichées un peu partout dans l'école. Et donc, on a des étudiants qui prennent directement contact sans que nous, on le sache. Et c'est très bien. On n'a pas besoin de le savoir. Stéphane Boursieux l'a dit tout à l'heure, c'est anonyme et gratuit. Donc, on n'a pas besoin de le savoir. Donc, en fait, voilà, on a différents moyens d'essayer de savoir qui ne va pas bien et de mettre en place l'accompagnement qu'il faut. Merci beaucoup. Et justement, donc, la question un petit peu pour tout le monde. Comment cette pudeur peut être génératrice de souffrance, en tout cas pour les étudiants? Est-ce que vous avez des conseils, des dispositifs d'accompagnement pour les étudiants qui souffrent justement aussi? Par exemple, si tu veux commencer. Du coup, pour moi, je pense qu'il faut vraiment demander de l'aide. C'est important d'aller vers les gens qui ont des solutions, que ce soit dans l'école ou que ce soit en dehors. Il faut demander de l'aide pour éviter cette souffrance. Parce que je sais que trop bien ce qu'on peut ressentir quand on a des difficultés financières. Et vraiment, il ne faut pas s'isoler, il faut aller vers les autres, pouvoir demander de l'aide. Donc nous, on est là avec l'association All for You. Ça peut être aussi par le biais du coup des psychologues qui sont mis en place et qui sont complètement gratuites et qui sont assez faciles de pouvoir y accéder. Il faut juste demander sur le hub comment avoir un rendez-vous avec une psychologue et ensuite on est directement redirigé vers le numéro des personnes qui sont attribués pour ça, et après il y a juste à avoir un rendez-vous et après on va voir les psychologues. Donc voilà, après pour tout le reste, il y a plein de solutions qui existent pour sortir de ces difficultés et éviter la souffrance que ça peut engendrer, la précarité. Voilà. Moi, je pense aussi que c'est pas toujours facile, tu l'as dit.
on peut se porter bénévole, enfin volontaire, bénévole par exemple, parce que quand on s'implique dans une association par exemple, bah, quelque part, on donne aussi quelque chose. Et il y a plein d'étudiants qui veulent pas qu'on leur donne juste comme ça. Ils veulent pas avoir l'impression de profiter. Ça, c'est des mots qu'on entend. Mais en fait, profite pas. Viens, toi aussi, tu donnes un coup de main et puis en échange, bah, tu auras un petit peu à manger ou tu pourras faire ça. Nous, on a une charte d'engagement. Tous ceux qu'on suit, il y a un engagement. C'est d'ailleurs, moi, j'ai besoin, par exemple, d'aide à la banque alimentaire ce week-end, parce qu'il y avait la grande collecte. Il peut y avoir des partenaires qui ont besoin, comme les Rotariens ou d'autres qui ont besoin de bénévoles sur des dons sang. Bah, ils vont aller faire quelques heures par-ci, par-là. Donc, on t'aide, mais toi aussi, tu vas aider les autres. Et c'est hyper important. Alors, je vous explique pourquoi. Alors là, c'est l'enseignante un peu qui parle. C'est que moi, quand j'ai le choix de mes masters, par exemple, je regarde même pas d'où qui viennent, de la France. Je m'en fous de leur formation, parce que quand on apprend la microbiologie ou la biologie moléculaire, je suis convaincue que tous les enseignants se valent et qu'on leur a à peu près appris la même chose. Moi, ce que je regarde juste, c'est est-ce qu'ils sont dans une association, est-ce qu'ils font du bénévolat ou est-ce qu'ils bossent? Est-ce qu'ils bossent l'été ou est-ce qu'ils sont en vacances avec papa, maman et qu'ils n'ont jamais bossé de la vie? Ceux qui n'ont rien sur leur CV, sur ou une activité professionnelle ou une activité associative, je ne regarderai même pas le CV. Mais vraiment, je vous jure que c'est vrai et ça fait 20 ans que ça dure. Hein. C'est-à-dire que je ne regarde même pas le CV parce que je vais prendre ceux que j'appelle les courageux parce qu'on peut avoir des parents très riches mais de courageux. Moi, mon fils, il a 15 ans. Il est engagé à la banque alimentaire et il y va tout le temps. Il a 15 ans hein, et il n'est pas obligé d'y aller. D'accord? Il va être pilote de ligne, rien à voir. Hein. Mais en fait, lui, eh ben, il est bénévole et il adore ça. Et c'est hyper sympa d'être avec des gens différents. Et là, on sort de l'isolement. Donc voilà, on peut effectivement pas se dire je vais pas être aidé et j'ai rien à donner. On peut aussi faire du donnant-donnant. Voilà, ça peut être bien. Ça peut être une solution qui peut aider à franchir ce pas. Dire, moi, je viens vous aider, vous m'aidez aussi. Eh bien, c'est ce qu'on fait à BSB depuis presque 20 ans avec le module qui s'appelle Impact, qui s'appelait PAC à l'époque de Dalal, où tous les étudiants de première année doivent donner 40 heures de leur temps à une association. Et c'est vraiment une expérience parce qu'on veut que les étudiants soient en contact avec le bénéficiaire de l'association pour prendre conscience que la difficulté, elle existe et comprendre comment la société dans laquelle on vit, elle fonctionne. Et ce que je disais tout à l'heure à Dalal, alors bon, les étudiants comprennent ou certains comprennent très bien, d'autres peut-être moins. Et moi, s'il y a un étudiant qui vient à la fin du module et qui me dit « Grâce à ce module, je me suis rendu compte de la chance que j'avais », je me dis qu'on a gagné. Et alors évidemment, c'est obligatoire. C'est vrai que les étudiants rechignent au début en se disant « Mais on n'est pas venu dans une école de management pour faire ça ». En fait, à la fin, ils comprennent. Et ils le vendent très, très bien sur leur CV. Et souvent, quand ils passent un entretien, on va les interroger sur cette mission. Donc, c'est important aussi qu'il y ait ce module. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Donc, merci pour cette conférence qui touche à sa fin. Peut-être un petit dernier mot pour conclure, que ce soit Sophie ou Ambre. Non, mais moi, je voulais juste vous remercier en fait de ces échanges et puis ça me fait plaisir de voir qu'on est tous alignés et qu'on travaille tous, je dirais, pour le bien commun. Et un grand bravo à Ambre pour toute l'énergie que tu as déployée cette année avec ton association. Et c'est pas toujours évident. Alors c'est aussi un apprentissage, hein, mais de pouvoir fédérer autour d'un projet. Tu peux être fier de toi, franchement, et puis de tout ce que tu développes aussi avec YouLevent, de travailler aussi main dans la main. C'est vrai que c'est pas évident de campus, de ville, et d'essayer de collaborer. Donc voilà. Donc du coup, pour finir, j'aimerais déjà remercier les personnes qui sont venues pour cette intervention. C'était vraiment très intéressant et ça nous a permis vraiment d'apprendre de nouvelles choses sur la précarité étudiante et surtout sur les solutions pour s'en sortir. Je voudrais juste remercier du coup donc la fondation qui nous aide par rapport à tout ce projet qu'on a autour du Giving Tuesday qui est vraiment important pour l'association All for You. Donc je voudrais juste inciter les étudiants qui peuvent donner
de pouvoir donner, à partir de demain, on organise des permanences du lundi au jeudi de 11h30 à 13h, oui à peu près, dans le lounge pour récupérer des dons de denrées alimentaires pour l'épicerie solidaire. Juste un paquet de pâtes, ce serait déjà vraiment une très bonne initiative pour pouvoir remplir l'épicerie et donner aux autres étudiants. Donc voilà, j'aimerais aussi juste remercier quand même les personnes qui travaillent avec moi donc dans l'association All4U, qui donnent de leur temps pour aider les autres étudiants. Et ça, c'est vraiment une super initiative de leur part. Voilà. Et juste, il y a toute l'année à l'entrée de BSB l'étagère où tout le monde peut déposer en arrivant un paquet de pâtes, voilà, et sur les 2 campus. Tous et puis très bonne soirée. Merci à tous les intervenants d'avoir fait le déplacement. Merci à la Fondation et puis à Rome d'avoir organisé cette conférence.